Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 22 septembre 2023. Alors au menu cette semaine, on va rencontrer une entreprise qui fait dans l'éclairage et la boîte de réception de colis intelligents. Je parle du fabricant Snoc. On va parler d'une jeune start-up qui travaille à se faire une place dans le monde des psychologues au Québec avec une application qui les aide à s'organiser. On va parler avec Denis Martel qui vient de publier une lettre d'opinion qui demande la reconnaissance de l'importance des podcasteurs, blogueurs, vlogueurs et streamers dans l'écosystème des médias au Québec. Et puis, cette semaine, c'est la 4e entrevue d'une série de 5 rencontres qui nous sont proposées par TELUS. Et cette semaine, on parle avec Rola Aragi, on parle de 5G, son déploiement, mais surtout son utilité aujourd'hui et demain dans divers secteurs de la société. Et j'en profite pour remercier au passage TELUS qui appuie pendant tout le mois de septembre la production de mon carnet. Merci TELUS. Et merci également aux fabricants de luminaires Snoc qui appuient la production de mon carnet cette semaine. On aura le débrief transatlantique avec mon collègue Jérôme Colombin du podcast Monde numérique avec qui on va parler de l'intelligence artificielle dans les assistants personnels et d'une nouvelle loi en France pour assurer la sécurité des Français sur Internet. Et puis, mes collègues sont là. Thierry Weber qui nous parle du chiffre 13, vous saurez pourquoi. Stéphane Ricoul nous parle d'une transaction importante dans le monde de l'électronique entre Taïwan et le Québec. Et puis, Jean-François Poulain parle avec l'initiateur d'un wiki dédié au UX. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation particulière à 5 auditeurs de mon carnet. Salutations à Marie-Chantal Bergeron, Normand Brodeur, Pierre-Luc Nicole, Marie Gobeil et Patrice Hilaire. Merci à vous 5 pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui êtes là et merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Vous connaissez Radio Mon Carnet ? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti. Microsoft a annoncé cette semaine l'arrivée imminente de Microsoft Copilot, un compagnon d'IA qui devrait simplifier les tâches et améliorer la productivité de ses utilisateurs sur diverses plateformes. Copilot est déjà intégré à des produits populaires tels que GitHub, Microsoft 365, Bing et Windows, on en a déjà parlé, mais là, il sera bientôt disponible en tant qu'application dans Windows 11. Microsoft dit que le déploiement de la version préliminaire de Microsoft Copilot devrait commencer le 26 septembre. Parallèlement, il y a Amazon qui, la veille, a annoncé une avancée majeure dans le domaine des assistants virtuels en confirmant que son célèbre assistant vocal Alexa serait doté de l'intelligence artificielle générative. Les assistants vocaux tels que Alexa et Siri chez Apple sont souvent considérés comme les candidats parfaits pour intégrer des programmes d'intelligence artificielle capables d'interagir de manière naturelle avec les utilisateurs et de créer une variété de contenus à la demande. Concrètement, ça signifie qu'Alexa pourra composer des messages en fonction des besoins de l'utilisateur, le tout sur simple commande verbale, ce qui devrait donner une expérience plus fluide et personnalisée que ce qu'on a connu précédemment. Une version anglaise d'Alexa AI sera bientôt disponible en option sur tous les appareils d'Amazon, notamment les enceintes connectées Echo, mais seulement aux États-Unis dans un premier temps. Alors que les assistants vocaux tels que Alexa, Siri et Google Assistant ont eu peu d'évolutions significatives au cours des dernières années, se limitant principalement à des tâches telles que la météo, la musique ou le contrôle des appareils électroménagers, la course à l'intelligence artificielle générative pourrait changer le paysage et redonner un second souffle à ces appareils.
La fin de 2023 s'annonce intéressante pour les gens qui utilisent YouTube, autant pour regarder que pour produire de la vidéo. La plateforme a présenté cette semaine Dream Screen, une technologie d'intelligence artificielle qui génère des vidéos en tapant simplement quelques mots. Ça existe déjà, mais là, ce que YouTube nous présente, c'est vraiment quelque chose de très facile à utiliser. Lors de l'événement Made by YouTube, la plateforme vidéo de Google a également présenté YouTube Create, une application de montage pour téléphone, et annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son YouTube Studio qui vont exploiter les forces de l'intelligence artificielle générative, notamment pour aider à brainstormer, faire de la recherche musicale et faire du doublage automatique. Mais si je reviens sur ces annonces plus en détail, j'avoue que Dream Screen va donner un sérieux coup de main à ceux qui veulent se lancer dans la production de shorts, ces vidéos courtes là, sur YouTube, en générant des courtes vidéos par intelligence artificielle. Et déjà que les YouTube Shorts comptent 70 milliards de vues quotidiennement, imaginez la suite si tout le monde peut facilement faire des petites vidéos. Pour ce qui est de l'outil de montage YouTube Create, ça me rappelle ce que YouTube avait déjà offert il y a quelques années aux YouTubeurs qui voulaient produire depuis leur téléphone. Mais maintenant, avec la concurrence de TikTok qui offre son outil de montage assez puissant à même l'application, il était normal que YouTube arrive avec son outil. Alors YouTube Create servira autant les gens qui veulent créer des shorts que ceux qui veulent faire des vidéos de 10 minutes depuis leur téléphone. Et puis, en terminant, YouTube Studio, qui sera offert à compter de 2024, devrait aider les créateurs à trouver de l'inspiration plus facilement et puis aussi, et c'est pas banal, devenir polyglotte avec son outil de doublage automatique Allout. Selon les plus récentes données qui concernent le monde des logiciels de navigation du web, des chiffres qui datent de juin dernier, c'est le furteur Safari qui détient aujourd'hui la seconde place dans le palmarès des furteurs avec 1,1 milliard de personnes sur Terre qui l'utilisent. Évidemment, l'énorme popularité du iPhone et la version mobile du logiciel par défaut installé sur le téléphone expliquent en partie le succès. En troisième place, donc, on retrouve maintenant le Edge de Microsoft et toujours en première place, sans surprise, le furteur Chrome de Google qui est utilisé aujourd'hui par plus de 3 milliards d'utilisateurs. Et puis un mot en terminant sur le réseau social de Blue Sky. La semaine dernière, je vous disais qu'il avait récemment passé le cap du million d'utilisateurs. Eh bien, avec la rumeur qu'Elon Musk songe sérieusement à faire payer tous les utilisateurs de son réseau X, il semble que cette idée pousse des gens à migrer vers des alternatives, dont Blue Sky. Et résultat, quelques heures seulement après la diffusion de cette info concernant Elon Musk, 42 000 nouveaux utilisateurs ont rejoint Blue Sky, faisant du 19 septembre la journée d'inscription record depuis sa création. Grâce à ce nouvel arrivage d'utilisateurs, la plateforme compte maintenant plus de 1 114 000 utilisateurs. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine, mais cette fois en compagnie de mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur de la balado Monde numérique, qu'on va rejoindre à l'instant pour notre débrief transatlantique de la semaine. Nous revoilà pour une seconde édition de ce rendez-vous de débrief transatlantique disponible en simultané, évidemment ça dépend de l'écoute, mais sur le podcast Mon Numérique ou sinon sur le podcast Mon Carnet. Salut Jérôme! Salut Bruno, comme c'est bien vendu, bien présenté. Ça fait une formidable. semaine que je me pratique. Incroyable. Bon, alors effectivement, toutes les semaines, c'est la règle, on débriefe des sujets d'actu. Je viens de parler, moi, dans mon podcast, de ces annonces d'Amazon concernant Alexa qui va devenir encore plus intelligent. Et je crois que vraiment, toi aussi, ça t'a tapé dans l'œil, tapé dans l'oreille, cette histoire-là. La preuve, c'est que les gens qui écoutent mon carnet depuis le début m'ont entendu également parler de la nouvelle. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le contexte des assistants personnels. Parce que jusqu'à maintenant, il y a bien des gens qui pensaient que ces petites boîtes-là, elles étaient intelligentes, alors que dans le fond, ce que c'était un mécanisme qui essentiellement nous permettait de faire une requête comme on fait sur Google, qu'à la base, c'est pas de l'intelligence artificielle, là, c'est du collage de mots et de requêtes. Et donc, c'est de voir qu'on passe de ça et on en arrive à ce qui sera Alexa en intelligence artificielle. Un peu comme, et c'est là le parallèle que je trouve intéressant, un peu comme Google nous propose maintenant avec Bart
qui est toujours inaccessible au Canada, d'ailleurs, je souligne. En France et aussi, donc, je te rassure. Ah non, attends. non, Bard, Ah, maintenant, non, pardon. Ben oui, tu Non, le fais en je dis français. n'importe quoi. Bien sûr. T'es je venu m'en m'en sers tous les parler jours. sur mon carnet. Mais oui, exactement. Donc, non, C'était mais avant je les t'écoute quand vacances. même. Tu comprends? Ouais, Ouais. puis je t'écoute quand tu parles, alors c'est pour ça. Mais donc, là, ce que Alexa est en train de, ou Amazon est en train de faire avec Alexa, c'est de passer d'un presque Google traditionnel où on fait une requête et on nous donne une réponse, à quelque chose qui ressemble à Bard. Bard, et c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on peut faire une comparaison. C'est un peu, Bard, c'est du Google, mais avec l'intelligence artificielle. Donc, il va beaucoup plus loin que la simple image, le simple lien vers leur site web. Et c'est ça que je trouve génial, parce que là, ça arrive, mais en mode conversationnel. Et c'est un Bien peu sûr. ce qu'Amazon est en train de nous présenter. Et bien évidemment, pour le moment, bon, puis tu le disais, ça ne sera pas disponible en français. C'est d'abord lancé aux États-Unis, en anglais, mais quand même, on peut espérer que ça arrivera bientôt chez nous et en français. Mais est-ce que ça pose pas des questions aussi? Parce que on sait à quel point ces intelligences artificielles, ChatGPT, Bard, etc., racontent n'importe quoi parfois. Elles ont tendance à halluciner, puisqu'elles ne savent pas véritablement aller chercher de l'information fiable. Alors que l'Alexa d'aujourd'hui est relativement fiable. Tu lui poses une question, il va chercher la réponse sur Wikipédia, il te donne une réponse, tu peux le croire. Demain, est-ce que Alexa sera aussi crédible? Puis je suis tellement content que tu poses la question parce que il est là le risque. Parce que Voilà. jusqu'à maintenant, et c'est vrai avec tous les assistants personnels qu'on utilise, l'information, on avait l'impression qu'elle était validée parce qu'elle avait été cherchée par un moteur de recherche. Tandis que là, on va être dans la création. Et Ouais. c'est là que j'ai hâte de voir. Et évidemment, probablement, ils sont pas cons, hein, ils vont la sortir en version bêta. Et puis, on va dire, on est en train d'entraîner. Mais c'est là où j'ai peur qu'il y ait des dérapages parce que Ouais. l'information ne sera probablement pas exacte à tout coup. Et les gens vont prendre ça comme la vérité de Comme la balise. pour argent comptant, comme on dit Ouais. chez nous. Ouais, Vous si dites tu ça veux. aussi? Oui. Oui, Bon. mais sinon, on paye plus par Interact chez nous. D'accord. L'argent liquide, ça fonctionne plus ou moins. Ah ouais, ça fonctionne pas. Non, mais c'est une expression. Hein? Oui, je sais. Voilà. C'est une blague. Ça, c'est Bien une sûr. blague. Autre risque, Ouais. si on met de la vraie, entre guillemets, intelligence artificielle, c'est que demain, si elle pète les plombs, elle se met à commander tes lumières, tes serrures, ton système d'alarme, etc. Ouais, mais Imagine. Oui, mais sauf que, écoute, avec ton assistant personnel, fallait faire attention jusqu'à maintenant. J'ai rarement entendu parler d'histoires comme ça, mais ça aurait pu. Mais effectivement, en donnant cette possibilité, c'est possible de le faire. Peut-être dans Puis le là- futur, on va dire. Ouais, mais un futur à court terme quand même, hein, parce que avec le temps, on va arriver à paramétrer son utilisation, mais au début, peut-être qu'effectivement, on aura ce type d'histoire-là. Mais puis, il y a aussi la question, je sais que quand j'en ai parlé, moi, cette semaine, il y avait la question de la sécurité. Est-ce que Alexa va se mettre à nous écouter à temps plein, Ouais. en espérant qu'on Bon, lui parle? enfin, la question est ancienne, en fait. Oui, elle est ancienne, mais elle revient quand même sur le tapis. Et moi, chez Amazon, on m'a dit que non, il faudrait quand même faire l'appel de service, là, en l'interpellant. Mais quand même, il y a des gens qui ont peur. Bah, bien sûr. Bah, elle écoute, mais le temps de détecter les mots-clés. Bon, on va attendre. On a hâte que ça arrive. C'est justement ce que j'allais dire. On aura le temps de revenir sur le sujet. Mais moi, je veux retourner le micro de côté. Ben, c'est une image, hein, évidemment. On a Bien chacun sûr. notre micro à la distance qu'on a. Heureusement qu'on De se reçoit l'autre le côté micro. de l'Atlantique. Moi, je vais retourner le micro de côté parce que il y a quelque chose d'un peu particulier que j'ai entendu passer cette semaine. C'est ce projet de loi de sécurisation d'Internet. Qu'est-ce que c'est, ça? Chez nous, en France, et oui. Ouais. Alors, effectivement, c'est un gros dossier, on en parle beaucoup. C'est en discussion, c'est en train d'arriver à l'Assemblée nationale, là, c'est en commission, etc. Et c'est porté par le gouvernement. Bah, c'est très ambitieux, hein. C'est de, grosso modo, tu sais, on a déjà un cadre européen qui est rentré en vigueur fin août, hein, le DSA, Digital Services Act. Et là, c'est un peu la transposition au niveau du pays, uniquement au niveau français. Et avec 3 axes, c'est lutter contre, protéger les mineurs contre la pornographie en ligne, protéger souvent les mineurs également contre le cyberharcèlement. Il y a eu des affaires tragiques là récemment chez nous, et protéger tout le monde contre les cyberarnaques. Grosso modo, c'est tout ça. Rendre Internet plus sûr, avec le grand message, ce qui est interdit dans la vie réelle doit également être interdit et puni dans le monde virtuel.
Mais c'est des grands principes et on suit ça avec intérêt parce que entre les grandes idées et la réalisation, eh bien, on sait que c'est pas simple. Hein. C'est pas moi qui vais t'apprendre que, par exemple, contrôler l'âge des personnes qui se connectent à des sites pornographiques, tout en respectant malgré tout l'anonymat, la vie privée, etc. C'est pas facile. Voilà. Donc il y a on en parle beaucoup. Oui, mais dans ce projet de loi-là, quand on le regarde de plus près, entre autres, et puis ça, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, j'ai découvert que votre ministre, c'est Jean-Noël Barrot, si je me trompe pas. Jean-Noël Barrot, oui. Oui, que tu as interviewé. D'ailleurs, j'ai entendu... mais il est partout, mais il est même dans le monde numérique. Ben, je le bien sais, sûr, mais oui. Mais là, ce que je veux savoir, c'est qu'à l'intérieur de ce projet de loi-là, on parle d'une réserve citoyenne numérique. Ouais. Puis essentiellement... ce qu'on veut dire dans les grandes lignes. Comment Ben oui, tu as suivi ça, en fait. Pourquoi ça t'interpelle, ça hein? Ben, évidemment, créer une réserve citoyenne, moi, c'est un peu... ça vient d'un autre âge. Et dans le monde numérique, disons que c'est pas évident. Puis je comprends la fonctionnalité. L'idée, quand on parle de ça, c'est d'aider à améliorer le signalement de ce qui est de contenu haineux ou diffamatoire en ligne. Mais tout de même, comment on va arriver à composer cette réserve citoyenne numérique? Est-ce que n'importe qui pourra lever la main en disant ouais, je veux y aller, puis finalement servir ses intérêts? Ou est-ce qu'il va vraiment y avoir du filtrage, des rencontres? Écoute, chez nous, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe chez vous au Québec, mais on a des gendarmes de réserve, et notamment dans la cybersécurité. C'est-à-dire que ce sont des civils, mais qui sont proches malgré tout de la gendarmerie et qui peuvent, en cas de besoin, intervenir et être supplétifs des forces de gendarmerie. Sans être à temps plein des militaires. Donc, je pense ce serait un peu aller dans cet esprit-là, essayer de trouver des compétences dans le monde civil et qui peuvent, lorsque c'est nécessaire, venir en renfort pour notamment faire du signalement, surveiller des réseaux sociaux. Et puis après, il y a tous les gens qui passent des heures, des journées entières sur les réseaux sociaux. Ce serait bien aussi, finalement, si ça servait à quelque chose. Hein, Ouais. Mais ça va être intéressant, ça aussi, de voir. Donc, est-ce qu'ils ont mis un échéancier sur un calendrier? Ça va se discuter là prochainement. Ça devrait arriver en débat dans les jours qui viennent. Pour l'instant, on peaufine le texte. Ça a déjà été adopté au Sénat, me semble-t-il. Donc voilà, et ça suit son parcours législatif. Pour l'instant, c'est en discussion en fait. Bon, faudra voir. Écoute, Jérôme, là-dessus, je pense qu'on va se laisser parce qu'il y a la suite du podcast de ton côté comme du mien qui doit se poursuivre. Bien sûr. Et nos auditeurs réciproques trépignent et on les salue, évidemment. Ouais, ils ont raison de trépigner parce que la suite est très intéressante. Chez moi aussi. Hein? Ben ouais, alors... je parlais de chez vous. Ah oui, chez toi aussi. Je remercie. Allez, salut, à la semaine prochaine. Salut Bruno, à la semaine prochaine pour ce débrief transatlantique. C'est un plaisir de partager avec toi ces quelques minutes. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref ? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Snook? Si vous êtes amateur d'éclairage, vous connaissez probablement l'entreprise québécoise qui fait de superbes systèmes d'éclairage extérieur. Eh bien, dans ce secteur-là, l'éclairage résidentiel et paysager, il y a aussi de l'innovation qui se passe et cette semaine, j'accueille Thierry Leblond. Il est copropriétaire de Snook et vice-président commercial pour parler de ce qu'ils sont en train de développer pour l'éclairage extérieur et pendant qu'on y est, je vais quand même être curieux et en profiter pour en savoir plus sur cette fameuse boîte de réception de colis intelligents qu'ils sont en train de développer et qu'on devrait découvrir au CES de Las Vegas en janvier. Bonjour Thierry Leblond. Bonjour. Thierry Leblond, j'essayais de le présenter dans mon introduction à l'entreprise, mais si moi je vous demandais de me présenter Snook, qu'est-ce que c'est pour vous? Écoute, Snook, c'est la dernier rempart de la production verticale dans le domaine du luminaire extérieur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus
ça se fait plus, là. Il y a plus de fabricants qui fabriquent de A à Z. Donc, le moulage jusqu'à l'assemblage, jusqu'à la livraison chez le client des luminaires extérieurs. Et on est spécialisé dans les luminaires extérieurs. Ça veut dire que ça fait 68 ans qu'on fait des luminaires extérieurs. Il y a eu beaucoup de changements de propriétaire depuis ce temps-là. Et moi, je suis nouvellement copropriétaire depuis 2 ans. Et depuis ce temps-là, on a investi massivement en IoT. Ben, vous m'amenez à ma prochaine question. J'imagine que ce domaine-là, il a particulièrement été touché par l'arrivée de l'Internet des objets, là. Dans toute cette révolution-là qu'a amené les gens qui investissent, puis autant dans le commercial que dans le résidentiel, les gens maintenant veulent avoir des systèmes branchés. Oui, c'est sûr que à l'intérieur, souvent les gens vont être allés, à part les luminaires, mettons, de suspension au-dessus de la table, des choses comme ça, les gens vont aller vers quelque chose qui est un éclairage de couleur un peu plus caché. Hein. Donc, tandis qu'à l'extérieur, on va faire des luminaires qui sont plus, un peu comme mon co-actionnaire dirait, qui est d'une autre époque, je te dirais le bijou de la maison. Donc, tu sais, c'est comme quelque chose, nous, on a tout le temps fait du luminaire haut de gamme. Donc, des luminaires comme ça, ça va bien à l'extérieur. Le problème qu'on a avec nos luminaires à nous, c'est qu'ils sont peut-être un peu trop durables. Donc, on en vend 1 ou 30 ans, là, pour les clients, je te dirais. Fait que, sauf que souvent, ce qui s'est passé avec le RGBW, ou excuse-moi, RGB, on dit W parce que le W, c'est le blanc qui va donner la force au... même que des fois c'est WW, donc tu as du blanc et tu as du jaune. Parce que c'est du blanc un peu tu veux dire plus ambre. OK. Donc ça s'est produit beaucoup dans des produits un petit peu plus tu sais, oui, Hue a été un prédécesseur. Tu sais, évidemment, Philips a fait une très bonne job là-dessus. Et après ça, il y a eu beaucoup de produits chinois. Écoute, TP-Link, Casa, il y en a plein, là, tu sais, qui sont disponibles actuellement. Govee, vraiment pas très cher. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment se différencier au niveau de la qualité aussi de la fixture. Tu sais, d'avoir quelque chose d'esthétique, quelque chose de propre, mais qui est intelligent, puis pas juste quelque chose qu'on est capable de remplacer par une ampoule intelligente. Parce que sinon, on met une ampoule intelligente, ça va régler le problème. Ouais. Donc, il faut aller une petite coche au-dessus de ce qui se fait sur le marché pour réussir à proposer quelque chose de différent qui fait du sens avec notre secteur actuellement, qui est assez haut de gamme, je te dirais. Mais comment on fait pour faire de l'innovation dans ce domaine-là? C'est facile et pas facile, dans le sens que dans ce domaine-là, je sais pas si vous connaissez un peu Control4. C'est un système de domotique qui est très populaire chez les riches et ultra riches. Je veux dire, dans les grandes maisons. C'est ça, dans les châteaux. Ouais. Alors, on a des clients qui sont avec du Control4. Et pour moi, qui est un grand fan d'IoT, c'est terrible. Je veux dire, l'interface utilisateur, là, c'est pas la même chose que, mettons, n'importe quel écosystème, que ce soit Alexa, que ce soit HomeKit ou Google, c'est Google Home Assistant, ou même Home Assistant, parce que je vais mélanger les deux. C'est vraiment pas facile pour l'utilisateur. Ça prend un professionnel pratiquement en domotique pour venir faire tes modifications. Donc, si on regarde le marché dans les hautes, surtout dans le paysagement, là, mettons dans les, je sais pas moi, 500 lampes, qu'on a des clients qui font ça aussi, c'est du Control4. Donc, ça, je trouvais ça vraiment difficile. Je regardais le Hue qui fait de l'extérieur aussi, mais qui ont 5 lampes maximum. Puis là, après ça, je regardais ici autour, dans un quartier relativement aisé. Les gens aiment ça avoir des patelettes, aiment ça avoir peut-être une vingtaine de lampes, une trentaine de lampes. Et ça, il n'y a pas de solution pour ça. Donc, il y avait déjà une niche là pour offrir quelque chose d'intéressant. C'est sûr que si on parle de RGBW juste pour les luminaires de bord de porte, comme que nous, on fait depuis très, très longtemps, un ampoule peut faire la job. Mais quand on parle de paysagement, il y a d'autres complexités. Tu sais, si je veux être capable de pousser un peu comme Hue, on peut synchroniser dans le fond avec Hue ou avec Govee même de la musique. Donc, ce que Hue va nous demander de faire dans son application, c'est de placer, mettons, mon spot est à tel endroit, à telle hauteur. Il va me demander de mapper mon spot, pour être capable de faire une animation qui fait du sens. Et moi, ça m'a tout le temps un peu downé un peu, là, je te dirais, ce processus-là. Et aussi, quand on parle de 200 lampes, c'est long en tabarnouche à dire, bon, OK, celle-là est là, surtout sur un grand terrain, ça fait pas de sens.
Donc, c'est là où on est arrivé à un concept de où est-ce qu'on avait un bon transformateur de beaucoup de watts, donc il peut aller jusqu'à 500 watts. Et ce transformateur-là avait un GPS, avait des accéléromètres, pardon, puis des senseurs pour le champ magnétique, pour être capable d'avoir un compas. Et à partir Donc, de ça devient un ordinateur central, dans le fond. si on veut, exactement. Okay. Et à partir de ça, ce qui se passe, c'est que lui envoie un signal Wi-Fi à la prochaine lampe qui, elle aussi, renvoie un signal. Donc, ils savent à quelle distance ils sont et l'angle qu'ils ont. Et là, ils se parlent entre eux autres et on popule une map du terrain. Donc, en tout temps, ils les localisent. Exactement. Et l'autre chose qui est intéressante avec ça pour les gens qui ont des grands terrains, c'est qu'en plus, toutes les lampes, c'est des SP32 qu'on utilise, c'est une sorte de module, et toutes les lampes sont extensionnent le réseau Wi-Fi. Fait que si on a un quai ou des choses comme ça, ben on a une extension du réseau Wi-Fi partout sur notre terrain. Donc, il y a des petites affaires comme ça qui sont vraiment intéressantes. Puis, ce qui est le fun après ça, c'est que nous, on peut avoir une idée approximative de le genre de lampes qui sont. Ils vont évidemment suggérer quand il va des lampes dans un tas, il va se dire, bon, ça va être d'un arbre, c'est des spots, donc c'est un arbre sûrement. Voulez-vous faire un groupe? Oui. Là, le groupe peut être utilisé après ça sur des autres écosystèmes. Parce qu'évidemment, Matter nous donne pas l'opportunité de faire des groupes au sein de Matter, mais on peut pousser un groupe après ça par en arrière. Et là, j'en profite parce que vous l'avez mentionné. Donc, ce que vous développez, c'est aussi compatible avec le protocole Matter. Donc, exactement. Jusqu'à ça. Où est-ce qu'on peut aller? À la limite de ce qui c'est possible de faire pour Matter, évidemment. Mais là, vous êtes en train de me dire que ça pourrait être opéré par des bornes intelligentes aussi bêtement que ça, une fois que tout est monté comme ça? Oui, en fait, puis ce qui est intéressant de ce montage-là aussi, c'est que on se ramasse avec une carte XY, si on veut, puis on est capable de faire, mettons, si on voulait, une animation de vague sur le terrain, une animation de swirl, des choses comme ça. Donc, pousser des animations un peu comme je disais, qu'on voit sur le pont Champlain, si on veut, là. Peut-être en moins intense pour les voisins, j'espère. Mais être capable de pousser des animations pour notre terrain, puis rendre même interagir avec, bon, il pleut, ok, on va faire aller les lampes un peu comme des gouttes d'eau, des choses comme ça. Puis ça, ce qui est le fun, c'est qu'après ça, quand on a ces cartes-là, on peut les filer à une intelligence artificielle, puis lui, il va nous pousser plein d'animations, parce que évidemment, il n'y a pas un terrain pareil, il n'y a pas une installation pareille. Donc, pour chacun d'aller dire, ah oui, change, tu sais, je sais pas si vous connaissez un peu DMX, c'est un système d'éclairage pour les scènes. Mm-hmm. Ça, c'est parfait, mais tu sais, il faut que tu le programmes. OK, ce spot-là descend. Oui, puis ça tient pendant un bout de temps, c'est ça. Exactement, tu sais, puis si je bouge mes lampes, ça marche pas. Donc, ça prend quelque chose qui va générer plein de scénarios dans un... Vous savez comment ça fonctionne un peu quand on fait de l'intelligence, dans le fond, on leur donne un prompt, on dit qu'est-ce qu'on veut que ça fasse, puis c'est lui qui va générer ce que ça devrait donner. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable de pousser des scènes à tous nos utilisateurs automatiquement. Et évidemment, ça va être disponible pour les parcs. Et donc, aussi. Vous êtes rendu là, vous êtes en train de travailler là-dessus. Oui, on va faire le lancement en janvier. Dans le fond, ça, c'est déjà tout fonctionnel. C'est juste que on veut être sûr, en fait, d'avoir toutes les certifications qu'il faut avant de faire le lancement. Et aussi, évidemment, on est CSA, ça, il n'y a pas de problème. Là. Donc, tout ce qui est électronique à l'extérieur, on est correct. Mais on veut être sûr d'avoir l'application fonctionnel. Tu sais, on veut pas lancer le produit puis ça va être bon dans un peu comme Apple, là. Ouais, ça va être bon dans 6 mois, tu sais. Bon, c'est ça. Ouais. Mais là, vous me parlez de choses que vous allez lancer plus tard. Il y a une autre chose sur laquelle vous êtes en train de travailler, puis j'aimerais savoir si vous voulez nous en parler un petit peu. Vous êtes en train de travailler, en tout cas d'explorer le monde de la boîte de réception de colis intelligents. C'est pas rien, ça? Exactement. On fait des boîtes à mal depuis des boîtes aux lettres, des boîtes à mal, très québécois. Des boîtes aux lettres depuis très longtemps, en fait. Puis on a même fait dans le passé des dessus de sonnettes. Tu sais, il y a eu un temps où on mettait une espèce de dessus en fer forgé sur la sonnette. Là, bon. On a déjà fait ça, on fait des plaques d'adresse aussi. Et une des choses qu'on s'était dit qui pourrait être disruptive, c'est d'avoir une boîte à réception de colis intelligente pour sécuriser les colis. Ça, c'est la phase 1. La phase 1 va être résidentielle. La phase 2 va être dans les condos. Donc, ça, on a déjà aussi nos plans là-dessus. Mais là, je vous arrête. Là. Quand on dit une boîte de réception de colis intelligente, qu'est-ce qui est intelligent là-dedans? Parfait. On pourrait avoir quelque chose qui est... en fait, il faut protéger le colis. C'est ça le but. Et il faut que la boîte soit utilisée. Donc, à la base, une boîte de colis pour protéger, si on veut, le colis, ça pourrait être tout simplement une poubelle. Puis ça, on l'avait analysé aussi. Là, pas nécessairement une poubelle, mais une boîte, dans le fond, qui cache le colis.
Ça, ils en vendent aussi sur Amazon, des boîtes en plastique comme ça aussi. Ça sent pas très cher, là. Tu peux acheter ça à 50-100$ maximum. Et la deuxième étape de ça, c'est d'avoir carrément une boîte qui se verrouille, donc qui est vraiment verrouillée, mais qui est bonne aussi pour plusieurs livraisons. Donc, tu le laisses la journée, tu t'envoies la journée, puis tu reviens le soir, puis toutes tes livraisons sont dans la boîte. C'est facile de faire une livraison, ça n'y a pas de problème. Après ça, la deuxième livraison, c'est là que ça devient compliqué. Jusqu'à date, les solutions ont été sur le secteur. Il n'y a pas eu de superbes solutions, je vous dirais. Là. Souvent, il y a certains joueurs qui utilisent un PIN code. Donc, on doit rentrer un PIN code quand on fait une livraison sur notre adresse de livraison. On doit rentrer un PIN code pour qu'il puisse débrouiller la boîte. Et là, tu te ramasses à gérer dans ton application de la boîte plein de PIN codes. Des fois, tu oublies de le rentrer et au final, la boîte est pas tant utilisée. Donc, fait que là, il fallait aller une coche au-dessus au niveau du langage aussi. C'est ce qu'on a travaillé avec notre designer industriel. Donc, vraiment inférer l'utilisation de la boîte. Là. By the way, elle a une pente pour pas que les gens mettent un pour l'hiver, puis deuxièmement, c'est que si tu mets ton colis, ça descend. Fait que, tu sais, il y a plusieurs affaires de même qu'on a réfléchi pour être capable de sortir quelque chose d'intéressant. Puis on s'est dit aussi qu'il faut que ça soit un objet de décoration. Il faut que ce soit quelque chose qui est pas terrible devant la maison. Et jusqu'à date, ce qu'on avait vu sur le secteur, c'était vraiment on dirait des classeurs un peu pour dans un garage, des choses comme ça. C'est très, très bulky et très noir. Alors, nous, on va offrir des options de personnalisation pratiquement infinies. Et ça, c'est notre force aussi chez Snock. Étant donné que vu qu'on est intégré verticalement, la peinture, on peut faire ce qu'on veut comme type de fini et on fait du powder coating, évidemment. Donc, avec du bois, il va pouvoir choisir les essences de bois. Et la partie smart, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que le livrage, on ne pourra pas dire exactement comment ça se produit en arrière là, pour l'instant, mais le livreur, dans le fond, n'aura qu'à rentrer, quand il va peser sur le bouton déverrouillé, il va avoir un prompt en audio qui va lui dire rentrer les 4 derniers digits, les 4 derniers chiffres du numéro de suivi du colis, simplement. Alors, les numéros de suivi de colis, on a vérifié avec les livreurs en faisant des entrevues avec UPS, avec FedEx, avec tous les transporteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils connaissent. Ils savent exactement c'est où sur le colis. Il n'y a pas besoin de... l'utilisateur n'aura pas besoin de marquer un PIN nulle part et le livreur va savoir toujours où est son numéro de suivi. Donc, ça va se faire assez rapidement, je dirais. Quelqu'un qui voudrait vous suivre, voir vos produits actuels, parce que des produits, vous en avez beaucoup, vous avez des collections, vous êtes prolifique. À quel endroit on peut vous suivre vos activités et voir vos produits? Oui, ben en fait, vous pouvez aller sur snock.com. Donc, ça, c'est notre site web où est-ce que vous allez voir tous nos produits. Vous pouvez venir nous visiter à Saint-Hyacinthe si vous voulez. Donc, on est ouvert, on a un showroom. Vous pouvez aller dans, je vous dirais, pas mal tous les showrooms, donc les multiluminaires de ce monde et les interluminaires de ce monde ont nos produits et connaissent très bien Snock. Sinon, on est très présent aussi sur les médias sociaux, donc Facebook, Instagram et aussi TikTok. Et YouTube, récemment aussi, on commence à faire des vidéos d'installation, moi et Richard, mon co-actionnaire. Donc, pour montrer aussi que c'est facile d'installer des luminaires. Les gens pensent que tu as besoin d'un paysagiste pour faire ça ou quelqu'un qui est vraiment professionnel. C'est du bas voltage, là. Ça se fait, t'as pas besoin d'électricien ou quoi que ce soit. C'est très facile d'installer des luminaires paysagers, là. Et moi, je rajoute à toute cette liste-là que si jamais vous nous écoutez et qu'au mois de janvier, vous passez au CES de Las Vegas, vous allez être là aussi. J'en profiterai pour venir vous croiser pour de vrai et voir vos produits. Thierry Leblond, vous êtes copropriétaire de Snock et puis vice-président commercial. Merci d'avoir pris de votre temps pour parler de vos produits. Ça fait plaisir. Merci, Bruno. Au revoir. Au revoir. Des jeunes entrepreneurs se sont lancés le défi de simplifier la vie des psychologues au Québec par le biais d'une application baptisée Psychofacile qui sert à numériser essentiellement leurs pratiques de tous les jours. Mais plus encore, à long terme, les gens derrière Psychofacile aimeraient que leur application puisse permettre aux Québécois de plus facilement trouver un psychologue, un genre de Tinder de la psychologie au Québec. Imaginez l'exploit. Pour nous parler de cette application, on retrouve à l'instant le coprésident et cofondateur de Psychofacile. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, la petite histoire de Psychofacile, comment vous est venue l'idée? Ça vient d'une histoire d'amour. C'est kitsch un peu, mais ma conjointe est docteur en psychologie. Elle a fait de la pratique pendant 10 ans.
Puis sachant qu'au début, ça fait on s'est rencontrés un petit peu avant le début justement de Psychofacile, là. Puis il m'avait demandé de l'aider à chercher un logiciel de gestion de cabinet, étant travailleur autonome. Puis j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, j'ai trouvé des choses à gauche puis à droite, puis j'ai pas trouvé quelque chose de vraiment complet qui était disponible en ligne, etc., qui permettait de faire du gros suivi de dossier. Fait que j'ai commencé à designer tranquillement pas vite une petite preuve de concept. Puis quand j'y ai livré, elle a commencé à mettre ses clients dedans, mettre des notes de rendez-vous, des choses comme ça, puis elle a trouvé que c'était quand même assez ergonomique. Puis c'est là que, autour d'une bière avec Alex, pendant une répétition de musique, je disais, Hey Alex, j'ai une petite idée, ça te tente-tu? Puis il a dit let's go. Fait qu'on est parti comme ça. Mais là, attendez, vous avez fait quand même du chemin parce que d'une application que vous avez faite pour votre amoureuse pour l'aider à gérer son entreprise, là, vous parlez d'une application qui permet à des citoyens, des clients potentiels, de rentrer en contact avec des psychologues. Méchante pirouette, là. Ouais, éventuellement, c'est là qu'on veut se rendre. Pour l'instant, on n'a pas encore ce service de référence-là. La raison est simple, là, c'est qu'on n'a pas un bassin de psychologues assez gros puis réparti à travers tout le Québec pour être capable de faire du référencement. Moi, ma pire crainte, ça serait vraiment que des gens nous appellent, disent Hey, j'ai besoin d'aide maintenant, puis on soit pas capable de leur donner de l'aide. Dans ce temps-là, il faut les revirer vers d'autres, le 811, l'ordre des psys, etc., etc. Puis c'est quand même une position dans laquelle je suis pas très, très confortable, hein, de dire hey, on aide les gens, puis quand les gens viennent nous voir, on peut pas les aider parce qu'on n'a pas assez de monde. C'est pour ça qu'on avait splitté un peu le développement de Psychofacile en 3 phases. Une première phase qui était ce que je parlais tantôt, un outil de développement, de gestion de cabinet pour les psychologues, essayer de ramener un bassin de psychologues. Puis là, c'est ça, commercialisation, développement avec eux. Là, c'est un petit élément différenciateur qu'on a, c'est qu'on leur propose des outils pour nous demander des changements dans l'application, nous donner leurs idées. Dans ce temps-là, on les prend, on les met dans notre backlog qu'on appelle, puis on les traite, on les développe, on leur livre, puis ils sont bien contents. On voulait avoir un bon outil qui permet à tous les psychologues de travailler, gérer leur cabinet, puis éventuellement, quand on sent qu'on a assez de gens un peu partout répartis dans la province, là, on peut ouvrir la vanne, surtout avec les plus jeunes psychologues, là, ceux qui sortent de l'école, sont doctorants, ils ont fini leur stage, ils veulent se lancer en carrière. Aujourd'hui, ils n'ont pas je peux dire, moyen de se monter de la clientèle autre que ce qu'ils ont appris pendant leur doctorat. Ils ont des cours de marketing, je peux dire, entre guillemets, surtout avec les requis de l'ordre. Là, ils n'ont pas nécessairement le droit de faire du marketing, à proprement parler, mais comment chercher des clients ou faire affaire avec ce qu'on appelle des agents payeurs comme la SAC pour les accidentés de la route ou la CNSST pour les accidentés du travail. Mais c'est ça, ces agents payeurs-là se gardent une grosse part des revenus. Là. Ils donnent environ là, 50-60% des honoraires du psychologue au lieu de 100%. Fait que c'est un peu plate pour eux de commencer leur carrière avec des plus petits salaires, entre guillemets. Là. Parce que c'est ça, on a fait quelques analyses de marché, puis bon, évidemment, ma conjointe elle a été psychologue pendant pratiquement 10 ans. Tu peux pas faire 40 rencontres de 1 heure dans une semaine, faire un 40 heures. C'est impossible. Ça rentre pas. Ouais. Non, ça rentre pas, non. Faut faire des suivis de dossiers, la facturation à la fin du mois à ces agents payeurs-là, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps. Fait que souvent, ils en prennent 10, 15, 20, les plus audacieux. Je pourrais dire, ils vont en prendre une vingtaine. Mais c'est ça, ça fait, quand tu ramènes le salaire annuel, ça donne pas un salaire qui est très, très... on a un préjugé, là. On se dit, les psychologues, ils nous chargent 130$ de l'heure, ils doivent être riches, mais non, ils ont 2 loyers à payer, 2 cellulaires à payer, des 2 comptes d'hydro, etc., etc. Fait que c'est un peu là qu'on essayait de venir régler ce problème-là. On se disait, si on est capable de faciliter la montée de clientèle pour les jeunes qui sortent de l'école, puis de combler les trous des plus expérimentés, en ayant un outil qui fait un matching, ça c'est quelque chose qu'on avait en tête, mais qu'on n'a pas encore développé parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais essayer de dresser des profils de personnalité, voir qu'est-ce qui fonctionne entre un psy et son client. Pourquoi eux, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, il doit avoir des données quelque part qu'on peut aller chercher, puis après ça, faire du matching, dire voici monsieur psychologue, madame psychologue, ce client-là a tel besoin. Est-ce que tu te sens capable de l'aider? Puis nous, avec une petite analyse de base, on se dit, oui, finalement, il y a mettons, 80% de chances qu'il fasse plus que 3 rencontres. Tant mieux, tu sais. Yeah. Et ça, c'était notre stratégie pour faciliter l'accès, là. On s'est fait un peu, pas dire détruire, là, mais pas loin de détruire par la présidente de l'Ordre des psychologues pour ça. Elle dit, tu peux pas créer de place dans l'horaire. Non, mais on peut l'optimiser, l'horaire, pour que justement, il y ait de la place pour plus de gens, là.
Mais c'est ça que j'allais vous poser comme question parce que s'il y a un milieu qui est bien encadré, c'est le milieu médical et au niveau des psychologues, ils font pas bande à part. Alors, comment vous avez été accueillis par l'ordre? Très mal. Très, très mal. Nous, on voulait au moins certifier l'identité des psychologues initialement pour s'assurer que les gens qui sont membres de notre plateforme sont effectivement des psychologues qui ont le droit de pratiquer la psychothérapie. Puis ils voulaient rien savoir de nous aider à faire ça. Puis ils disaient, tu sais, notre but à nous, c'est de pas prendre part avec un fournisseur d'application ou un autre, parce qu'on a des compétiteurs, évidemment. Fait qu'ils préfèrent ne pas le faire. Et là, nous, on était, tu sais, nous, éventuellement, on veut faire de la référence de patients, puis toi, ta job, c'est justement de t'assurer que les patients sont en sécurité quand ils embarquent là-dedans. C'est à nous à développer une solution qui est au moins valide l'identité, certifie que la personne, c'est bien la personne au bout, mais ils n'ont rien voulu savoir. Fait qu'on est obligé de engager des agents pour être capable de valider l'identité des psychologues. Puis par exemple, quand on prend des plus jeunes qui sortent de l'université, on va leur demander des preuves qui sont aux études, ce genre de trucs-là, quand ils font leur stage, entre guillemets. Là. Ça, on n'a pas été très, très bien accueillis, disons-le ainsi. Entre l'application que vous avez présentement et l'application que vous allez à un moment donné offrir, donc qui va permettre le matchage, entre guillemets, le couplage du patient et du psychologue. Entre-temps, là, comment vous positionnez par rapport à l'offre que vous faites aux psychologues? Vous leur dites, venez nous rejoindre, on est un outil qui vous permet de faciliter votre gestion en attendant de pouvoir vous développer un marché? Exactement. C'est exactement ça le plan. Puis ça allait quand même pas trop mal jusqu'à ce que la pandémie arrive en 2020. Tu sais, les psychologues, initialement, on s'était dit, ça va être facile, on va aller sur les réseaux sociaux, on va faire de la pub, etc., etc. Mais non, c'est pas de même, ça marche. Si c'était aussi facile de retrouver son psychologue sur Facebook, tout le monde serait capable de retrouver le sien, puis il y aurait des dangers, là. Ça poserait un problème de sécurité. Donc là, on s'est rendu compte de ça. Là, on a essayé via les revues de l'Ordre des psychologues, ça nous a amené quelques clients, évidemment. Puis en 2020, il y avait le colloque des psychologues au Centre des congrès à Québec. Et puis, pandémie. On n'a pas pu le faire, puis ils n'ont jamais repris, ou du moins, on n'a pas vraiment regardé, mais il me semble cette année, il n'y en a pas eu non plus. Fait que c'est un peu triste. On a comme été bloqués dans notre élan. Puis là, on essaie de remettre la machine en marche, puis de continuer, parce que toute la phase 1 est développée, qui était l'application de gestion de cabinet. Puis on a déjà commencé aussi la phase 2, qui est d'intégrer le patient là-dedans. Là, présentement, le patient peut voir l'historique de ses rendez-vous, il peut voir télécharger ses reçus, se mettre des rappels de rendez-vous, etc., etc. Là, on est en train de développer du partage de documents. Si, par exemple, ils ont des tests ou des choses comme ça que le psychologue veut partager avec son patient, ils peuvent le faire directement en ligne. C'est ça, fait qu'on est comme à cheval entre la phase 1 et la phase 2. Évidemment, on veut se rendre jusqu'au bout, là. On n'abandonnera pas avant d'avoir certifié que l'idée elle fonctionne ou elle fonctionne pas. Puis c'est un peu ça qu'on recherche là en ce moment. On cherche de la visibilité, nous aider à accroître notre bassin de psychologues, que ce soit des expérimentés, des plus jeunes. Mais la pandémie nous a tiré dans le pied, comme je disais au début, mais en même temps, elle force un peu un domaine assez rigide là, à changer. Je sais pas si pour toi, là, Bruno, en 2019 ou en 2018, voir un médecin en ligne ou un psychologue en ligne, c'était impensable. C'était impensable. Puis là, aujourd'hui, c'est quasiment rendu impossible d'en voir un physique. Là, ils veulent tout le faire en ligne parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. T'sais. Parce que c'est ça aussi, votre application, c'est que ça permettra aux psychologues d'avoir des consultations de façon virtuelle. Ouais, exactement. C'est une des prochaines grosses features. C'est pas aussi facile qu'on pensait, là, étant donné il y a des solutions alternatives, Zoom, Google Meet, etc., mais tous ces services-là transigent vers des serveurs externes qui sont situés aux États-Unis ou peu importe. C'est sûr que c'est pas des grosses données qui sont partagées, mais pour nous, c'est vraiment important que tout reste au Québec puis tout soit enfermé dans notre écosystème. Comme ça, on peut s'assurer que notre écosystème il est assez solide. Ça, on est conscient, là, c'est quand même des données assez sensibles, c'est des données médicales. Faudrait pas qu'il y ait de fuite. Ça serait la chose la plus horrible du monde. Puis je me le pardonnerai jamais. Puis notre infrastructure nous cause beaucoup de problèmes pour faire cette liaison-là directement entre le psychologue et le patient sans intermédiaire entre les deux. Puis sans avoir à installer d'application sur sa machine ou sur son téléphone cellulaire. On voulait vraiment que ça se fasse tout via un navigateur. Heureusement, on a un peu d'aide du gouvernement avec des crédits de RSCDE, de recherche et développement appliqués, parce que c'est un peu ça qu'on fait. Il y a pas de documentation en ligne sur comment faire ça. Heureusement, on a ces petits crédits d'impôt-là. On continue, on lâche pas, mais on est rendu là. On essaie de le faire.
J'ai bien compris qu'au départ, c'était pour faire plaisir à votre amoureuse. Vous voyez, Ouais. vous avez bien raconté votre histoire. Ça me Ouais. reste en tête, puis j'imagine que vous voulez toujours le faire plaisir aux psychologues qui Voilà. sont embarqués avec vous. Mais le type d'application que vous avez fait, là, ça pourrait Ouais. fonctionner pour d'autres corps de métier dans le monde de la médecine? Définitivement. Ça, c'est quelque chose qu'on a pensé puis on se fait beaucoup achaler. Peut-être qu'il y a Pourquoi? d'autres ordres qui seraient plus intéressés à vous recevoir. Peut-être, effectivement. On a pensé à d'autres professions, mais tu sais, en marketing, il y a un concept qu'on appelle une niche, là, de cibler une niche puis de l'exploiter, entre guillemets, là, exploiter cette niche-là au maximum. Exploiter, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu comprends ce que je veux dire. Travaillez fort, on va dire. C'est ça, travailler fort sur cette niche-là, puis surtout la satisfaire au mieux de nos capacités. Puis c'est ça qui nous permet, avec Psychofacile, d'avoir des modules pour nous permettre de faire des demandes de changement, parce que je sais que si Madame Bédard me demande un changement, ça va faire plaisir à tout le monde. C'est garanti parce qu'ils font tous la même job, puis ils sont régis par un cadre qui est très, très, très rigide. Là. Le code de déontologie est très, très rigide. Puis l'application est construite en ayant lu ce code-là en parallèle. Fait que à chaque fois que quelqu'un arrive avec une idée, ça fait plaisir à tout le monde. Puis ça serait pas le cas si on avait des médecins. On ferait comme ben tu sais, parce que la majorité de nos clients sont médecins ou massothérapeutes ou peu importe, puis eux s'en serviront pas, désolé, on le fera pas. Puis là, on décevrait un peu tout le monde au travers de ça. Fait que nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir une application que les gens vont pouvoir personnaliser, puis ils vont sentir qu'elle leur appartient à eux et non à des médecins. Puis là, par la bande, parce que ça faisait à vous, on vous le laisse, puis etc. Ça faisait un peu un peu moins propre, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois dans votre développement? Qu'est-ce que vous lancez comme message? Ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est de la visibilité auprès des psychologues. On va pas lâcher pour essayer de retrouver ces gens-là, leur montrer qu'on est là avec eux pour faire changer leur profession, la numériser, d'arrêter d'avoir du papier dans des classeurs anti-feu. Le feu pogne, oui, c'est un classeur anti-feu, mais le feu pogne pas dans un data center quand il est backupé partout dans le monde. Ça arrive pas aussi facilement que ça, tu sais. Fait que c'est ça. Ce qu'on aimerait, c'est de la visibilité, avoir cette belle communauté-là, finir de développer la phase 2 pour que les psychologues soient capables de bien travailler avec leurs patients. Puis la phase 3 que j'ai pas parlé du tout encore, c'est de leur permettre de collaborer entre eux, puis de partager des connaissances, se former entre eux, etc., etc. Un peu comme nous, les programmeurs, on a avec des plateformes comme Stack Overflow, d'autres trucs comme ça, on peut s'aider gratuitement entre nous. Il n'y a pas ça dans d'autres professions. C'est vraiment très rare. C'est un peu ce genre de communauté-là qu'on essaie de créer, mais avec les psychologues. Essayer d'améliorer la profession au Québec. Bon, écoutez, je vous souhaite que ça fonctionne dans les mois à venir et que le mot se passe dans la profession. Sylvain Cloutier, vous êtes cofondateur de Psychofacile. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci, monsieur. Au revoir. Ciao. Cette semaine, dans la série de rencontres TELUS, j'ai la chance d'accueillir Rola Aragi. C'est la directrice générale vente et développement des affaires pour les grandes entreprises chez TELUS. C'est elle et son équipe qui aident les grandes organisations à optimiser leur utilisation des divers outils technologiques qu'offre TELUS, dont la 5G. Et je me suis dit que c'était sûrement la meilleure personne chez TELUS pour répondre à mes questions concernant l'état de l'utilisation de la 5G au pays par les entreprises. Bonjour, Rola Aragi. Bonjour, Bruno. Rola, il faut absolument que je vous pose la question parce que ça fait des années que je vois TELUS parler de la 5G, préparer, installer le réseau à travers le pays. Aujourd'hui, on est en 2023 et à l'époque, je me souviens, on disait la 5G, là, on va commencer à savoir ce que ça fait, à l'incorporer dans nos vies en 2023. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change dans la vie de vos clients? Tout d'abord, Bruno, avant de répondre à ta question, juste dire que ça me fait vraiment plaisir d'être ici puis discuter d'un sujet qui me passionne, la 5G, puis toutes les nouveautés. Écoutez, la 5G, on entend parler vraiment partout. Il faut vraiment garder en tête que c'est un parcours. Donc, c'est un parcours évolutif qui va nous aider à améliorer des cas d'utilisation qu'on a aujourd'hui avec la 4G LTE. Mais le but, c'est de les rendre évidemment plus efficaces puis de multiplier la valeur. La 5G va permettre également de créer de nouveaux cas d'utilisation. Puis on en entend parler, les véhicules connectés, on entend parler de chirurgie à distance. Fait que c'est ces nouveaux cas d'utilisation qui vont voir le jour, qui vont devenir de plus en plus fréquents.
À ce jour, le réseau 5G de TELUS couvre plus de 83% de la population canadienne et TELUS travaille activement à déployer le spectre 5G, la bande 3500 MHz, ce qui va permettre différentes choses, surtout la capacité accrue, des plus grandes vitesses puis une faible latence. Fait que la 5G, pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire? En fait, c'est vraiment pour accélérer le déploiement des technologies émergentes puis tout ce qui est Internet des objets. Les objets connectés. On parle beaucoup de réseaux privés disponibles aujourd'hui avec la LTE, mais ce que ça va faire avec la 5G, c'est qu'on va avoir une qualité de service, on va pouvoir avoir une transparence entre les deux réseaux. Ça revient partout. Réalité augmentée, réalité virtuelle. On parle de drones intelligents, on parle d'Internet des objets. Avec notre approche 5G, puis en regardant nos clients d'affaires, on s'est appuyé sur quatre dimensions. La première, comment aider nos clients à atteindre leurs objectifs d'affaires, à augmenter leurs revenus, à leur permettre de rayonner, eux, auprès de leur clientèle, soit en offrant de nouveaux services, soit en améliorant l'expérience client de leur côté. Productivité, on l'entend partout, on a des enjeux en termes de main-d'œuvre. Donc, comment aider nos clients à travailler avec ces enjeux-là? Comment automatiser des chaînes d'approvisionnement, par exemple? Comment mettre en place des solutions robotisées? Puis l'autre partie, c'est les économies. Donc, les économies sur les dépenses d'exploitation surtout, parce que avec les différentes technologies, les différentes solutions permises par la 5G, nous allons collecter beaucoup de données puis de renseignements qui vont permettre de prendre des meilleures décisions, puis surtout d'une façon plus rapide. Le dernier point qui est super important à mes yeux, c'est vraiment l'enjeu de la cybersécurité. C'est une des priorités de nos clients, particulièrement du côté commercial, mais même également du côté public. Puis, on voit une croissance dans les menaces. Les menaces deviennent de plus en plus nombreuses, mais de plus en plus sophistiquées. Fait que TELUS a à cœur d'aider nos clients puis de les accompagner à mettre en place des politiques de sécurité plus solides. Mais là, je vous ai entendu parler des objectifs commerciaux spécifiques de la 5G, mais pouvez-vous expliquer comment la 5G va être pertinente et est déjà pertinente, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent là, concrètement dans des domaines comme la fabrication, l'exploitation minière ou la vente au détail? Oui, je vous avoue, j'attendais impatiemment cette question. Ouais, parce que ça, ce sont vos clients directs, là. Exactement, Bruno. Vous avez tout compris. Fait que, écoutez, commençons par la fabrication ou l'industrie manufacturière, couramment appelée industrie 4.0. Mm-hmm. Fait que nous avons beaucoup de clients dans ce secteur, puis dans les multiples discussions, il y a différents sujets qui sont abordés. Un des premiers, puis je vais vraiment mettre l'emphase dessus, c'est l'enjeu de la santé et de la sécurité des travailleurs. Okay. Aujourd'hui, la majorité de nos clients nous parlent beaucoup de mesures réactives. Ils n'ont pas la visibilité sur qu'est-ce qui se passe dans les chantiers, qu'est-ce qui se passe dans les usines, qu'est-ce qui se passe dans les entrepôts. Puis, un accident de travail, même bénin, leur coûte beaucoup trop cher. Les coûts sont vraiment élevés par incident. Puis d'ailleurs, nos clients, les différentes entreprises, doivent maintenant se conformer à de nouvelles réglementations. Mm-hmm. Donc, en travaillant avec eux, en travaillant avec les équipes de produits chez TELUS, il y a différentes solutions qui sont mises au point pour justement aider nos clients pour parler de santé et de sécurité. Différentes solutions de 5G, de IoT, Internet of Things, qui sont axées sur le travailleur connecté, qui vont permettre d'utiliser des bracelets, par exemple, mais pour pouvoir donner la chance aux travailleurs dans une usine, auprès d'une chaîne de montage, de vraiment donner le signe qu'il y a un danger qui s'en vient et pouvoir vraiment prendre une décision rapide. Les quelques secondes suffisent à sauver une vie. Wow. Oui, effectivement. Puis d'autres technologies aussi existent de vidéos augmentées avec l'intelligence artificielle qui vont permettre de collecter et de traiter rapidement l'information, par exemple, de détecter une manœuvre non sécuritaire, pouvoir entrer en communication rapidement avec notre employé pour leur dire de travailler autrement ou de corriger une manœuvre qui part mal puis qu'on sait que les conséquences peuvent être graves. D'autres outils d'assistance à distance, les lunettes d'intelligence, par exemple, pour accompagner une ressource qui est en train de faire une réparation sur une chaîne d'approvisionnement. Les lunettes leur permettent d'être en contact direct avec quelqu'un à distance, de pouvoir voir la procédure en même temps, puis ainsi guider notre ressource à toutes les minutes de l'intervention pour s'assurer qu'elle est sécuritaire de bout en bout. Puis également, on va parler de robotisation. Si on est capable d'avoir un robot dans des environnements qui sont à plus haut risque, lorsqu'on travaille avec des produits chimiques, par exemple, ou des machineries lourdes, ben on réduit le nombre de personnes et puis donc d'ailleurs, le risque est plus bas, évidemment. L'autre point, Bruno, qui revient beaucoup, c'est la productivité. Donc, nous en avons parlé, la 5G va permettre d'automatiser les chaînes de fabrication
et également de prendre des décisions vraiment en temps réel. Il y a un pépin sur la chaîne d'approvisionnement, on peut corriger le tir rapidement. Donc, c'est tous les bénéfices de la 5G. On a beaucoup parlé de faible latence. La faible latence, c'est ce qui permet de pouvoir s'ajuster dans un temps record. La réparation puis la maintenance à distance. La maintenance peut être préventive également. Donc, ce qui est en place, puis elle est permise vraiment à l'aide de robots. Les solutions sont nombreuses. On pourrait en parler pendant des heures. Moi, ce que j'aimerais vraiment peut-être me concentrer, c'est que toutes ces données que permet cette nouvelle technologie-là vont nous permettre de suivre en temps réel nos équipements, nos actifs, lorsqu'ils se déplacent entre l'usine, les centres de distribution, les entrepôts, jusqu'à même temps d'arriver chez les clients finaux. Donc, minimiser les coûts, surveiller les inventaires, détecter les problèmes de sécurité sont tous des avantages qu'on peut aller nommer ici. Pourquoi pas un exemple plus concret? On pourrait parler peut-être des solutions de gestion de flotte. Donc, chez TELUS, nous avons différentes solutions de gestion de flotte qui vont permettre à des milliers de véhicules partout au Canada et aux États-Unis vraiment de suivre le parcours en temps réel, de pouvoir aiguiller les chauffeurs qui sont à bout de ces véhicules-là, de s'assurer que le colis arrive à temps et de gérer tous les risques d'erreur. Donc, les camions ou les autres véhicules, toutes les flottes sont munies de caméras intelligentes. Elles sont munies de capteurs IoT qui vont vraiment nous donner une visibilité en temps réel sur l'endroit, sur le parcours, pour aiguiller le chauffeur, changer l'endroit d'une livraison, par exemple. Fait que tout ça va amener des bénéfices énormes en termes de productivité puis d'économie. Dans le secteur de l'agriculture et des biens de consommation, les technologies de suivi également amènent de grands bénéfices. Comprendre vraiment en globalité l'origine de produits, améliorer la sécurité puis l'efficacité de l'approvisionnement grâce à une plateforme centralisée qui peut être regardée en temps réel. J'aimerais maintenant parler de l'industrie minière. Assez surprenant, l'industrie minière ont été les premiers à adopter des technologies avancées comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et l'automatisation pour optimiser justement leurs opérations. On peut penser à différentes raisons. Les mines sont souvent situées dans des régions vraiment éloignées. Puis, il fallait vraiment qu'ils prennent un virage pour amener à connecter le plus d'équipements, le plus de capteurs, le plus de personnes possible. Puis surtout, en gardant en tête la sécurité. Un des cas d'usage les plus fréquents chez nos clients dans l'industrie minière, c'est vraiment les réseaux privés. On a beaucoup parlé de réseau privé. C'est quoi un réseau privé? Donc, c'est vraiment un réseau autonome qui va être utilisé à l'usage d'une seule entreprise, qui n'aura pas d'interférence, qui va donner une bande passante dédiée, qui va donner vraiment la capacité de pouvoir connecter un grand nombre d'équipements, mais surtout de prioriser toutes les données relatives à la sécurité des travailleurs que vous comprenez est super importante, surtout dans des régions éloignées comme ça. Si je vais par ordre, c'est vraiment donc de s'assurer que les travailleurs sur les campus miniers sont connectés avec des bracelets via des caméras vidéo intelligentes pour repérer tout signe préoccupant, d'utiliser le plus possible des véhicules autonomes, réduisant le risque de la santé, puis éviter d'envoyer des travailleurs quand on le peut, de communiquer rapidement s'il le faut avec le travailleur et également communiquer rapidement avec les premiers répondants en cas d'urgence, utiliser les drones et les capteurs pour avoir une topologie complète de la mine, détecter des problèmes, pouvoir regarder des opportunités pour faire de la prévention qu'on veut appeler prédictive. Le dernier secteur d'industrie sur lequel j'aimerais me pencher, Bruno, c'est vraiment la vente au détail. Ce secteur de l'industrie est particulièrement sensible au coût. En discutant beaucoup avec nos clients, on a remarqué beaucoup qu'ils parlent d'une hausse marquée de leur coût d'exploitation relié au coût de chauffage, relié au coût de climatisation. Puis, ils nous posent toujours la question, ils veulent avoir de l'information sur nos solutions d'imotique. Nous en avons déployé plusieurs, Emotic ou Smart Building, en bon anglais, pour ceux qui sont plus familiers avec le terme Smart Building. Nous avons différentes solutions d'imotique et d'IoT qui offrent des outils de surveillance et de contrôle pour optimiser justement l'utilisation énergétique. On a beaucoup parlé de solutions connectées, donc oui, de climatisation, de ventilation, de chauffage. Toutes ces solutions-là sont connectées, puis elles sont connectées à une plateforme de gestion centralisée qui vont permettre à nos clients de regarder c'est qui le premier de la liste à consommer beaucoup et de pouvoir prendre des décisions en temps réel pour justement réduire cette consommation-là. D'autant plus que la majorité des organisations se sont dotées d'objectifs de conformité en matière de carboneutralité. Donc, les solutions d'Imotic viennent justement les aider à atteindre ces objectifs.
Donc, les solutions, on l'a nommé, de chauffage, de ventilation, d'éclairage viennent s'intégrer au système de gestion du bâtiment en tant que tel. Ces données-là sont accessibles en temps réel, permettent une prise de décision très rapide, puis justement, ils vont aller aider nos clients à réduire leur consommation. Parlant du secteur du détail, il n'y a pas que les solutions de smart building qui sont tellement nombreuses. Il y a également des solutions qui permettent d'améliorer l'expérience client, que ce soit en magasin ou dans les grandes surfaces. Des solutions de casier intelligent, par exemple, pour faciliter le ramassage en magasin, les retours. C'est pas tout le monde qui a magasiné sur place, fait que certains magasinent en ligne, mais aimeraient récupérer leurs marchandises dans un endroit sécurisé. Autrement, dans les magasins, on veut aller avoir ce contact-là avec notre clientèle. Souvent, on a déployé des solutions d'affichage numérique qui vont utiliser toutes les technologies de réalité augmentée pour aller justement faire la promotion d'un article, d'un vêtement, d'un accessoire, peu importe. Des solutions d'affichage numérique qui sont très populaires. Bruno, j'aimerais vous donner un exemple réel également pour une solution de connectivité cette fois-ci pour un de nos gros clients dans le domaine de la vente de détail. Cet été, et pour la première fois, TELUS a déployé des canaux de spectre dédiés pour un événement majeur qui a accueilli près de 350 000 personnes à Montréal au mois de juin. L'événement s'est passé au Parc Jean-Drapeau, puis nous avons travaillé avec notre client, l'entreprise PayFacto. PayFacto, c'est des systèmes de POS, donc c'est pour traiter les paiements. Donc, ce que nous avons fait, c'est vraiment d'amener une connectivité sans fil pour connecter tous les terminaux de paiement de PayFacto. PayFacto a traité avec succès un grand nombre record de transactions. Ça a été possible à cause justement du haut débit permis par la connectivité, de la grande capacité justement, puis de la réduction des interférences avec tous les autres appareils mobiles qu'il y avait aux alentours. Dans leur cas, c'est un peu comme si vous aviez créé un mini réseau privé, ce qui permettait d'atteindre cette capacité-là. Absolument. Puis on a priorisé des bandes de fréquences justement pour qu'ils puissent pouvoir gérer un nombre incroyable de transactions avec un temps record. Ça, c'est intéressant parce que vous donnez plein d'exemples concrets dans différents domaines. Mais si on s'intéressait, parce que je sais que vous êtes actif aussi de ce côté-là, les villes intelligentes au Québec, la 5G va jouer un rôle important là-dedans. Il y a beaucoup d'investissements qui se fait là. En effet, Bruno, TELUS, je dirais, investi en 2023 plus de 30 millions de dollars, pas juste dans le réseau puis dans déployer le 5G, mais également pour travailler des projets avec nos clients, dont les villes et les municipalités. Fait qu'il y a eu beaucoup de solutions, particulièrement en Internet des objets, qui ont été déployées dans plus de 65 municipalités au Canada. Donc, les solutions pour les villes intelligentes ont plusieurs objectifs. Selon moi, la première d'importance, c'est vraiment d'assurer la sécurité des citoyens, mais également d'améliorer la qualité de vie. Donc, on en parle de solutions critiques, d'aller rejoindre des premiers répondants, qu'on parle de systèmes de circulation intelligents, de lampadaires connectés, d'une solution intelligente de gestion de déchets. Toutes ces solutions-là viennent faire de nos villes, de nos municipalités, des endroits agréables pour y vivre et travailler. On a agi sur plusieurs fronts et on continue de le faire à tous les jours. Du côté du transport intelligent, TELUS a installé des capteurs, des caméras et d'autres dispositifs qui sont intégrés aux routes, aux trottoirs, aux pistes cyclables. Puis justement, c'est pour aller collecter les données et de permettre après de faire une meilleure planification des infrastructures urbaines, d'optimiser les parcs, les véhicules, l'accès à des centres touristiques également. Notre but premier, puis c'est de garder en tête qu'on veut avoir des infrastructures durables qui vont permettre à TELUS également d'aller respecter nos objectifs en durabilité parce qu'on a des objectifs très agressifs. Donc, on veut s'assurer que nos solutions comprennent des systèmes d'éclairage connectés, des solutions de surveillance environnementale, des technologies de gestion de l'énergie, de la qualité de nos routes, puis particulièrement de la gestion des déchets. J'ai mis comme priorité la sécurité du public. Pourquoi? Parce qu'on parle de la sécurité puis de la santé de nos citoyens. Fait que TELUS a été un grand acteur en déployant des réseaux dédiés qui vont permettre aux premiers répondants, que ce soit nos policiers, nos pompiers, d'être vraiment plus agiles et plus rapides dans des situations d'urgence. Mais aussi de permettre aux citoyens de contacter le 911, pas juste par téléphone de la façon standard, par texte, par vidéo. Tous les moyens de communication sont bons. Puis il faut vraiment s'assurer que mon texto de 911 va arriver en priorité à la police alors que quelqu'un qui texte un ami, par exemple. Fait que tout ça, c'est la beauté de la priorisation sur les réseaux LTE. C'est chose qu'on fait aujourd'hui, mais qui va avoir une plus grande envergure lors du déploiement du réseau 5G, puis plus qu'on va avancer avec les spectres dédiés.
Donc, il y a plusieurs technologies émergentes qui vont permettre, par exemple, de transmettre aux premiers répondants l'information sur les meilleures intersections à prendre, la meilleure route pour aller chercher ou sauver un citoyen qui a besoin d'aide, puis d'essayer de traverser que des feux verts parce que c'est ça qu'on veut en cas d'urgence. C'est vraiment intéressant parce que quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de 5G, c'est rarement ce type d'exemple-là que j'ai entendu. Ça montre aussi l'aspect au niveau de la sécurité du citoyen. En terminant, Roland, si je vous demandais, parce que sûrement des gens qui nous écoutent et qui se disent comment ils font pour travailler concrètement avec des gens d'industrie pour développer des cas d'utilisation de la 5G, comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec nos clients en mode partenariat pour essayer de développer des solutions pour eux dans les différents domaines, mais nous avons également un écosystème important de partenaires. Je peux nommer Miovision, avec qui nous avons investi avec TELUS Ventures pour offrir des solutions de transport intelligentes. C'en est une que je peux nommer. Nous avons d'autres partenaires, par exemple Zoo. TELUS, en 2019, a inauguré le tout premier laboratoire 5G consacré à l'avenir du secteur divertissement au Canada. Donc, dans Zoo, c'était un environnement pour créer, tester puis optimiser de nouveaux produits en utilisant la réalité virtuelle, la réalité augmentée, puis d'aider les entrepreneurs à créer du contenu immersif dans des salles de montage vraiment différentes. Un autre exemple de partenariat, Bruno, dans le domaine de la santé, cette fois-ci, avec Paperplane Therapeutics. Donc, TELUS et Paperplane ont collaboré sur un projet d'innovation avec le centre hospitalier d'Allemand. Donc, c'était une solution de lunettes pour réduire l'anxiété chez les patients. Ça peut être des enfants qui attendent un vaccin, un patient qui a besoin d'une opération. C'est une technologie qui permet de mettre de la musique ou des vidéos pour permettre de réduire ce niveau d'anxiété-là chez les patients. Cet été-là, au mois de juin, TELUS a signé également un autre partenariat avec l'ETS, l'École de technologie supérieure à Montréal, et IBWave pour développer un laboratoire 5G au sein de l'université. Mais cette fois-ci, c'est pour faire de la recherche et de repenser la conception et le déploiement des réseaux sans fil dans les bâtiments dans le cadre de projets d'architecture et d'envergure. Vous le savez, les différents matériaux qu'on utilise peuvent modifier ou peuvent impacter la qualité du signal. Fait que ETS, IBWave, on va utiliser le concept de modélisation qu'on appelle BIM, au Building Information Modeling, qui vont permettre vraiment justement d'aller prédire avec précision quel impact aura l'utilisation d'un matériau X versus un autre matériau et de permettre de mettre en place un réseau 5G ou réseau sans fil adéquat et optimal. C'est fou, hein? Je vous écoute et à travers tous les exemples que vous nous avez donnés, je me rends compte que la 5G qui arrive aujourd'hui, qui est là en partie, là, mais qui son futur et son amélioration qui arrive bientôt, ça arrive tellement bien avec l'émergence de l'intelligence artificielle dans toutes les industries, dans tous les domaines. C'est comme vraiment un momentum. La 5G serait arrivée avant qu'on n'aurait pas eu la même capacité de travailler avec elle. Et à travers vos exemples, c'est vraiment ça que j'entends. En effet, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un sujet qui me passionne. J'ai hâte de voir les nouvelles technologies, les nouvelles innovations. Puis Bruno, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un écosystème de partenaires et nos clients en font une partie intégrante. Ah, ça s'entend. Roland Aragi, vous êtes directrice générale vente et développement des affaires pour les grandes entreprises chez TELUS. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci à vous, Bruno. Au revoir. Au revoir. Cette semaine, je suis tombé sur un article paru dans la publication Grenier intitulé « Une réponse à l'urgence médiatique ». Et dans ce texte, signé par le stratège numérique Denis Martel, on souligne le fait qu'il serait peut-être temps de reconnaître formellement l'apport des podcasteurs, des blogueurs, des vlogueurs et autres créateurs de contenu sur Internet comme étant partie prenante de l'univers des médias. D'ailleurs, si ça vous intéresse de lire son billet, j'ai mis un hyperlien sur la page de l'émission sur moncarnet.com. Donc, comme j'ai trouvé son propos intéressant, je me suis dit que ce serait bien de vous le faire entendre. Alors, j'ai invité l'auteur du texte. Bonjour, Denis Martel. Bonjour, Bruno. Pourquoi écrire ce billet dans le grenier cette semaine? Écoute, c'est comme le fruit d'une réflexion qui était latente là, depuis, ça fait 6 ans que j'ai la chance de faire des entrevues avec des élus, avec des politiciens
dans mon balado avec qui je collabore avec Louis-Philippe Valiquette, qui s'appelle Les engagés publics. Puis, tu sais, comme je te dis, j'ai fait des dizaines d'entrevues avec des politiciens. Puis, c'est un balado. Chaque épisode dure au-dessus de 40 minutes. Puis, à chaque fois, l'élu, l'invité, le politicien me dit... Tu sais, je me demande tout le temps pourquoi tu viens dans des petites plateformes, tu sais, parce qu'on n'a pas un grand succès d'écoute grand public. Par contre, on est écouté par des journalistes, les autres élus, on sait qu'ils sont là, qui sont au rendez-vous, tu sais, un peu les leaders d'opinion. Puis à chaque fois, ils nous disent, parce qu'il n'y a plus de plateforme où on peut développer. Puis, de fil en aiguille, ben, cette réflexion-là s'est installée, où je me suis dit, est-ce que ça se pourrait que les nouveaux médias, les médias indépendants, les créateurs de contenu indépendants soient une solution au cynisme, aux problèmes que l'on constate de perte de confiance dans les médias qui, eux, se transforment parce qu'ils sont pris avec un modèle d'affaires à nourrir qui les oblige à toujours être dans l'urgence, la vitesse, le raccourci et la course au clic. Oui, et c'est pour ça que dans le billet, vous évoquez la réalité ce qu'on appelle en anglais le slow media, qui, lui, prend le temps de laisser la parole aux invités. Oui, puis tu sais, c'était pas nécessairement un élément de valeur qui m'habitait quand j'ai commencé cet élément-là, mais par la force des choses, je me suis dit, à un moment donné, j'en suis venu à cette réflexion-là, je dis, c'est comme si c'était l'équivalent du slow food, hein? On a entendu cette tendance-là qui est arrivée à travers le temps puis qui était intéressante. Mais ça doit bien exister, ça, le slow media. Puis une courte recherche m'a amené à beaucoup de contenu qui exposait cette réalité-là, puis qui est finalement une espèce de quête que même le milieu médiatique semble mener. Ben, les Denise Bombardier, à l'époque, exploitaient ce modèle-là. Paul Arcand, à un moment donné, l'a fait à TVA. Stéphane Bureau l'a fait. Et c'est ça. Évidemment, c'est niché, mais pour les gens qui veulent avoir accès à la réflexion des gens, c'est intéressant. Puis là, ben, comme vous le dites dans votre billet, maintenant, c'est un peu les baladeurs, ben, ceux qui font la balado-diffusion, les blogueurs, les streamers, les vlogueurs qui font ce type de production-là. Et puis là, ce que vous demandez dans votre billet, c'est de la reconnaissance de ces gens-là. Tout à fait, tu sais, parce que, puis tu sais, juste pour revenir sur les grandes plateformes, les grands médias, il y en a de moins en moins, il n'y en a plus. Effectivement, ça s'est tout déplacé. C'est des gens qui le font maintenant par passion, tu sais, dans un modèle qui est indépendant, qui est autonome, puis qui est un peu difficile, justement, parce qu'il n'y a pas de financement, parce qu'il n'y a pas, tu sais, c'est bien beau, là, la passion, mais on ne pourra pas rouler la santé. Les banques n'acceptent pas ça comme monnaie de paiement. Il y a ça, puis tu sais, notre démocratie fonctionne aussi à travers un dialogue qui reste ouvert, tu sais, puis la santé de notre démocratie, puis de notre société, puis de notre tissu social ne pourra pas reposer sur du bénévolat constamment, tu sais. Puis cet élément-là, il se réduit constamment. J'en profite pour déplorer un truc, Bruno, si vous me permettez, c'est l'éloignement des missions originales de nos télévisions d'État, entre autres, là, qui est aussi à la base de cette disparition-là, de cet espace-là qui avant nous permettait de développer. D'avoir de l'espace pour réfléchir. Mais là, il y a donc, puis j'entends ça, il y a une reconnaissance, mais avec cette reconnaissance viendrait de l'aide financière. C'est ce que vous espérez? Ben, écoute, honnêtement, j'ai pas la solution. Je réfléchis à différentes solutions parce que c'est un milieu, tu sais, dans lequel j'évolue depuis plusieurs années. Puis, tu sais, je pense que c'est un ensemble de choses qui pourraient être la solution. Je veux pas tout mettre. Je pense que ça serait une erreur de dire que la solution réside dans un financement d'État, si c'est ce que vous vouliez dire. Je pense pas que ça en est là. Oui, une partie. Donc là, ça pose toutes les questions sur la reconnaissance de ce qu'est un produit un produit de communication ou un produit culturel. Hein. Puis là, ça va soulever plein de passions. Oui, puis où on trace la ligne. Tout à l'heure, vous le disiez, hein, il y a bien des gens qui le font, puis même je suis le premier, qui est présent sur Internet par passion, parce que ces sujets-là, on va utiliser des mots de Shakespeare, les drive, les stimulent. Et c'est pour ça, d'abord et avant tout, qu'on est là. Puis par la suite, ben, tant mieux si on peut monnayer le contenu puis commencer à en vivre. Mais c'est ça, où on trace la ligne de ce qui est, entre guillemets, professionnel puis ce qui est amateur. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que je me dis principalement qu'il faut
repenser complètement cet univers-là, en tout cas l'univers de la reconnaissance du médium, de son financement, et d'accepter que ça ne sera pas toujours... Tu sais, cette notion-là, là, telle que vous l'avez évoquée, de professionnel... Ben là, je pense qu'on se doit d'autoriser un flou. Parce que sinon, on va laisser échapper des belles choses, des choses intéressantes et même des choses essentielles importantes. Je reviens à une rencontre que vous avez eue récemment avec Mathieu Lacombe, qui est le ministre de la Culture et de la Communication, qui était un de vos invités récemment. Oui, c'est la deuxième fois que je l'avais comme invité. Ben c'est ça. Lui, il sent, en tout cas, s'il revient, c'est qu'il semble avoir une certaine sensibilité à ce que vous faites et à l'outil qu'il utilise pour communiquer sa pensée. Oui, justement, parce que premièrement, un autre constat que j'ai de mes années de balado, de création de balado comme ça dans ce contexte-là, en faisant des entrevues, c'est que c'est très, très intéressant d'écouter les humains derrière les politiciens. On a cette idée-là du politicien, qui est le politicien aux mauvaises presse. Je peux voir les vendeurs d'automobiles, puis les politiciens ne doivent pas être trop loin. Puis c'est dommage. Puis cette réalité-là, ben nous, dans mon balado, aux engagés publics, on en a fait une mission de combattre le cynisme, de revaloriser l'engagement, puis en politique, entre autres. Puis je me rends compte que c'était à propos, parce qu'on découvre des belles choses. C'est le fun d'entendre les humains derrière les politiciens. C'est souvent ma première question. C'est qui le gars normal derrière le politicien? Parce que ça prend des sacrés extraterrestres là, pour se lancer en politique avec tout ce que ça demande. Puis à chaque fois, c'est des belles découvertes. Puis effectivement, c'est un remède au cynisme. Donc, ce que je constate, pour répondre à votre question plus précisément, c'est que ils reviennent parce que justement, ils apprécient l'expérience et ils pensent fondamentalement que c'est important de le faire, même si le succès d'audience n'est pas nécessairement présent en termes de performance pure. Comme je le disais tantôt, ils savent très bien, par contre, qu'ils s'adressent à des journalistes, à du personnel de cabinet, à des élus sur d'autres paliers, parce qu'on le sait, on le voit à travers nos différents chiffres, parce qu'on l'entend, parce qu'on a toutes sortes de façons de le vérifier. C'est notre audience. C'est ça, notre audience. Donc, en ayant cette possibilité-là, premièrement, de se prêter à un exercice qui est enrichissant, mais en plus de parler à des leaders d'opinion ou qui deviennent des courroies de transmission à travers tout ça, et en ayant le temps de s'expliquer, parce que la politique, c'est complexe, c'est plein de compromis, c'est plein de doutes. C'est pas quelque chose qui peut se régler dans une clip de 10 secondes. Ouais. Ou dans une clip de 10 secondes ou dans un gros titre, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'ils reviennent. J'en ai... ouais. Denis Martel, qu'est-ce que vous espérez avec la publication de ce billet? Mettre sur le sujet sur la table, principalement. Je pense que c'est le temps qu'on l'adresse. Puis c'est comique parce que je vois déjà des réticences dans les milieux médiatiques établis, appelons-le comme ça, à discuter, à promouvoir, ne serait-ce que cette discussion-là. Je vois que ça vous fait sourire. Parce que, justement, on est déjà dans un milieu où on voit un modèle d'affaires qui leur échappe entre les mains. Ils font des pieds et des mains pour essayer d'en récupérer, ce qu'ils peuvent. Puis là, on n'a qu'à penser à tout ce qui se passe actuellement avec Meta. Puis donc, c'est comme s'il n'y avait pas besoin, d'en plus, de voir la longue traîne des petits médias venir leur prendre de l'audience. T'sais. Fait que c'est difficile d'amener ce sujet-là sur les devants de la scène parce que ça fait peur encore, on le sait pas. Mais une chose est certaine, c'est inéluctable. C'est pour ça que moi, j'avance avec confiance. C'est un sujet qui me fascine. Puis je me dis, si avec des petits trucs comme ça, avec des présences comme celles que vous m'offrez, on a la chance de pouvoir lancer la discussion, moi, je pense que tout le monde va pouvoir y trouver sa place, mais d'une façon structurante. Merci d'avoir amené la discussion sur la place publique. Denis Martel, je rappelle, vous êtes stratège, enseignant, conférencier, podcasteur, et donc depuis longtemps dans le monde numérique, et puis animateur de la série, vous le mentionniez, Les engagés publics. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. C'est moi qui vous remercie, Bruno. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.
Au tour maintenant de mes collaborateurs, Thierry Weber y va cette semaine de nouvelles fraîches concernant la célébration du meilleur de la Suisse. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas parler d'innovation, quoique le thème que je vais partager avec vous, il fait référence malgré tout. Je vais vous parler du chiffre 13. Oui, 13, parce que c'est soit un chiffre porte-bonheur, soit c'est un chiffre au contraire qui fait un peu peur pour ceux et celles qui sont superstitieux. 13, c'est le nombre d'éditions du meilleur du web. Alors, pour vous rappeler de quoi il s'agit, oui, je fais un peu d'autopromo, quoique là, dans le cas précis, c'est un prix qui fait rayonner les industries du numérique ici en Suisse romande. 13, c'est la 13e édition, c'est le chiffre qui compte cette 13e édition du meilleur du web, ce prix qui récompense les métiers du numérique ici en Suisse romande. Un prix qui existe depuis donc 13 ans. Ma collègue et moi, Victorin Marchand, travaillons depuis 15 ans ensemble sur ces prix qui font rayonner des talents. Il y a le meilleur du web, qui est historiquement le plus vieux prix auquel on a donné vie ici en Suisse romande. Comme le Suisse est un peu humble, peut-être trop, des fois un peu timide, et puis a de la peine à se mettre en avant ou oser mettre en avant ce qu'il sait faire, on a imaginé ces prix pour récompenser les meilleurs dans plus de 10 catégories. Après 13 ans d'existence, c'est une 11e catégorie qui est venue même se greffer à cette édition, puisqu'il y a le prix Planète Austère RSE, pour effectivement défendre la responsabilité, l'environnement, le social, toutes ces valeurs qui comptent de plus en plus tant au niveau des agences qu'au niveau des clients et des campagnes qu'ils ont l'habitude de confier à des agences. 13, c'est pour nous un chiffre porte-chance. On a décidé de mettre la chance de notre côté puisqu'effectivement, on va redonner vie, et oui, enfin, à un autre prix. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait plusieurs prix. On a le meilleur de la pub, qui est un prix qui existe, lui, de quelques années de moins, qui récompense les métiers de la communication, de la publicité en Suisse romande. Lui, il a pour habitude de se tenir en début d'année. Et le meilleur du web avait pour habitude, quand il se tient effectivement vers la fin de l'année, ça sera en novembre prochain pour nous, d'abriter un autre prix qu'on avait dû mettre de côté. Donc on a décidé avec le chiffre 13 de dire qu'on mettait la chance de notre côté puisqu'on revient avec le prix du meilleur du web des écoles. C'est une démarche totalement altruiste de notre part puisqu'effectivement on offre la possibilité à des étudiants mais surtout à des écoles. C'est elles qui pourront briguer le titre, le cube qu'elles pourront remporter sur un brief. Alors, qu'est-ce que c'est un brief ? Très très rapidement, c'est une proposition de projet fait par un client qui demande effectivement des attentes, qui a des attentes auprès d'une agence, mais qui a aussi des objectifs à viser. On n'est pas peu fiers cette année d'amener un véritable brief comme on avait pu le faire auparavant, puisque chaque fois on a pu convaincre des Microsoft, des Ubisoft, on a pu convaincre comme ça des marques suisses importantes. Et c'est aussi une marque suisse qu'on a réussi à embarquer dans cette reprise, cette relance du meilleur du web des écoles en la personne de Nestlé pour un de leurs produits, les moutardes Tommy. Donc voilà, je profite de ce passage dans mon carnet pour ceux et celles qui peut-être écouteraient mon carnet ici en Suisse, qui sont peut-être également des étudiants ou des dignes représentants d'une école. Sachez que ça s'ouvre à tout type d'école, puisqu'effectivement, le brief devra convaincre le client sur ses attentes. Là, le challenge est assez conséquent. Vous avez envie d'en savoir plus, allez sur lemeilleurduweb.ch pour y trouver toutes les informations. Mais voilà, je voulais profiter du temps d'antenne qui m'est donné. Merci Bruno, ou désolé Bruno, de venir comme ça faire un peu de pub pour ce prix, qui est vraiment un prix sur lequel nous, on a décidé de miser pour donner l'opportunité à des écoles de travailler sur de véritables briefs, sur de véritables projets.
Il n'y a pas de promesse d'embauche, il n'y a pas de promesse d'être embarqué dans le projet, mais il y a une très très belle opportunité de réseautage, de visibilité, puisque dans le cas précis, eh bien en fait, le client va pouvoir faire appel aux étudiants qui auront fait comme ça l'exercice de remplir ce brief. Donc si vous êtes un étudiant d'une école professionnelle, si vous entendez parler d'une école qui serait intéressée ou un étudiant qui serait intéressé, n'hésitez pas à partager cet épisode. Je serais ravi de savoir que l'audience de Mon Carnet aura servi à révéler de nouveaux talents ici en Suisse romande. Quant à moi, eh bien, il est temps pour moi de vous dire, comme à l'accoutumée, le petit message de fin. Mais j'ai envie de vous dire, restez connectés, suivez l'actu, effectivement, du meilleur du web des écoles. Qui sait, peut-être se cache un futur collaborateur pour votre entreprise. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Cette semaine, Stéphane Ricoul nous parle d'une grosse transaction dans le milieu de l'électronique entre l'entreprise taïwanaise WT Microelectronics et la québécoise Future Electronics. Même si ce n'est pas évident, mettons de côté l'aspect humain qui a déclenché la transaction d'affaires et essayons de regarder froidement cette transaction à 3,8 milliards de dollars US qui couvre, quant à moi, deux aspects ultra sensibles, semi-conducteurs et Chine. La transaction dont je parle, vous l'avez deviné, est celle reliée à Future Electronics, entreprise de distribution de composantes électroniques. L'acquéreur, WT Microelectronics, a annoncé le 14 septembre dernier avoir conclu un accord définitif pour acquérir 100% des actions de Future Electronics dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. Avec un tel investissement, je pense qu'on peut les croire quand ils disent que la combinaison des deux organisations est hautement complémentaire. Mais regardons cela d'un peu plus proche. Future Electronics est un important distributeur mondial de composants électroniques basé à Pointe-Claire qui a généré des revenus de 2,9 milliards de dollars américains avec un bénéfice d'exploitation de 228 millions de dollars américains et un bénéfice net de 184 millions de dollars américains pour le semestre clos le 30 juin 2023. Avec environ 5200 employés dans 47 pays, Future Electronics fournit à ses clients des services en chaîne d'approvisionnement avec une infrastructure informatique unifiée qui offre une disponibilité des stocks en temps réel, des capacités d'ingénierie avancées, ainsi que le plus grand inventaire disponible à la vente au monde, avec un portefeuille de produits électroniques provenant de fournisseurs leaders du secteur. De l'autre côté, fondé en 1993 et basé à Taïwan, WT Microelectronics est l'un des principaux distributeurs de composants semi-conducteurs à la croissance la plus rapide au monde grâce à ses relations avec plus de 80 fournisseurs dans tous les principaux segments de technologie pour servir une clientèle très diversifiée de plus de 10 000 clients dans le monde. Vous commencez certainement à comprendre que nous avons affaire ici à une équation qui ressemble à du 1 plus 1 égale 3. Dans une entrevue donnée pour la presse, le président de la zone d'innovation Technum pour technologie numérique exprime le fait que les Taïwanais ont bien saisi ce qui se passe avec la relocalisation des chaînes d'approvisionnement pour les semi-conducteurs. On avait des chaînes globales et des fabricants locaux. Les fabricants deviennent globaux pour servir des chaînes qui se veulent se régionaliser. Et effectivement, le nerf de la guerre, il est là. Avec cette acquisition, WT Microelectronics vient de se doter d'un réseau de distribution mondial absolument incroyable. Cette transaction est tout à leur avantage et la liste de plus-values est longue. Ils reconnaissent eux-mêmes dans leur communiqué de presse et se permettent même de l'écrire. Je vous la donne ici. Cette transaction leur permettra de 1. Fournir des services transfrontaliers transparents à des clients du monde entier, 2. De parvenir à une diversification géographique, étant donné que WT Microelectronics n'a aucune présence en Amérique, pas plus qu'en Europe, Moyen-Orient ou encore en Afrique. 3. De fournir une gamme complète d'offres de produits, une expertise en ingénierie d'application, ainsi que des services de gestion logistique de qualité supérieure. Et 4. Enfin, d'offrir une plus grande résilience de la chaîne d'approvisionnement qui profite aux fournisseurs et aux clients. Mais au-delà de cette transaction,
Si l'on regarde le paysage global des semi-conducteurs, qui, je le rappelle, même si j'en ai pas besoin, sont au cœur de nos vies de tous les jours, professionnelles comme personnelles, on le sait, attisent nos deux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine, avec Taïwan au milieu de tout ça. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les prédictions de croissance mondiale de semi-conducteurs anticipent une hausse de 60% d'ici à 2030 par rapport à 2021, année où le marché était déjà proche des 600 milliards de dollars US. Nous sommes mondialement de gros consommateurs et ça ne fera qu'augmenter d'ici 2030. Si vous voulez une répartition de notre appétit pour ces petites puces noires, eh bien sachez qu'en 2030, nous dépenserons 350 milliards pour nos ordinateurs, incluant le stockage de données, 280 milliards pour nos cellulaires, 150 milliards pour nos voitures, 130 milliards pour nos industries, 95 milliards pour notre électronique grand public, genre nos télévisions, et enfin 60 milliards pour tout ce qui est communication filaire. Facile dès lors de comprendre que ceux qui contrôlent ces technologies bénéficient d'un avantage stratégique majeur. Mais il faut comprendre aussi que la chaîne de valeur des semi-conducteurs se caractérise par la coexistence d'effets d'interdépendance et de technologies dites de goulets d'étranglement. Je m'explique. Les États-Unis jouent un rôle dominant dans les étapes en amont de la chaîne de valeur, recherche et développement, conception, production logicielle, de design, et dans la commercialisation. 47% des puces vendues en 2020 l'ont été par des sociétés américaines, ce qui leur permet de produire 38% de la valeur ajoutée mondiale du secteur. Mais le territoire américain n'est plus le lieu que de 13% de la production mondiale de puces, contre 37% en 1990, d'où le fameux CHIPS Act de Joe Biden, puisque de nombreuses grandes entreprises américaines sont donc désormais très dépendante de TSMC, principale fonderie de semi-conducteurs au monde. La Chine, à présent, qui a réalisé d'impressionnants progrès au cours des 2 dernières décennies en se hissant parmi les 6 premiers acteurs mondiaux de l'industrie des semi-conducteurs, grâce à l'interdépendance mondiale qui caractérisait la chaîne de valeur, tout au moins jusqu'à l'intensification des mesures de contrôle sur les transferts de technologies que l'on connaît aujourd'hui, cette Chine est aujourd'hui le premier importateur de semi-conducteurs du monde, dont 36% proviennent de Taïwan. Côté Europe, ce sont les producteurs de puces analogiques qui répondent aux besoins des industries européennes, automobiles, senseurs pour machines-outils, etc., et qui ont la part belle avec des investissements dans le secteur de la robotique, de l'automobile et de l'aérospatiale. À l'inverse, l'Union européenne se retrouve derrière en termes d'investissement dans les télécommunications et les ordinateurs. Et enfin, Taïwan, qui représente 53% du marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs et fournit 92% des puces les plus avancées en 2019 selon un rapport du Boston Consulting Group. Sans oublier la Corée du Sud qui exerce une position dominante sur le segment des cartes mémoire, ayant réalisé 62% des ventes mondiales en 2018. Dans tout ça, la transaction avec Future Electronics vient donc renforcer un peu plus la position privilégiée de Taïwan en regard à la série de sanctions en lien avec le marché des semi-conducteurs que l'administration Biden a émis. Mais avec des intérêts aussi chinois à hauteur de 11%, semble-t-il, comment se positionnera la taïwanaise WT Microelectronics face aux États-Unis qui intensifient leur stratégie pour étouffer le développement d'une industrie indépendante des semi-conducteurs en Chine et face à une Chine dont le taux de croissance annuel de vente de semi-conducteurs mondial est plus de 30% alors que ces deux joueurs revendiquent leur affinité avec Taïwan? Eh bien, j'ai pas la réponse. Mais je vais continuer de suivre ce genre de dossier, d'écouter et d'analyser ce qui se dit et s'écrit, et peut-être que dans une prochaine chronique, je serai en mesure de l'avoir. Comme à l'habitude, c'est le temps de les rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes au Portugal pour nous parler de WikiHero.
Ben oui, j'ai parlé cette semaine avec Alexis Jérôme, qui est un UX researcher. On a parlé souvent avec des gens qui font de la recherche en UX dans les dernières années, en fait. Et j'ai parlé avec Alexis parce qu'il est en train de monter un endroit où les UX vont pouvoir aller mettre leurs informations, aller parler de leurs expériences. Et c'est super intéressant parce que ça existe pas encore. Il y a beaucoup de groupes, beaucoup de groupes Slack, mais les Slack comme les Messenger, comme les autres, c'est évanescent. Hein? Tu mets quelque chose, puis ça disparaît à un moment donné dans l'historique, puis si tu payes pas la licence, ça disparaît vraiment pour de bon. Et il y en a d'autres qui vont aller mettre ça dans des articles médiums, sous le mur de paiement ou pas. Donc, c'est encore une fois des informations qui sont très dispersées, qui sont pas nécessairement challengées non plus, parce que quand tu lis un article médium, parfois tu le commandes, parfois pas. Donc, il n'y a pas nécessairement une communauté qui croit. Et pourtant, le UX, hein, on l'a vu dans les dernières années aussi à travers des entrevues, c'est toujours un petit peu en opposition à toute cette technologie, à tous ces gens qui sont en techno, en IT. Et donc, on doit un peu faire front commun. C'est pour ça que je fais des événements depuis plusieurs années, dont un apéro UX dans la semaine dernière. Donc, ça a bien été d'ailleurs. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. C'était chez Coveo. On les remercie beaucoup pour la salle. On avait des beaux commanditaires. C'était vraiment le fun. Et on parlait des co-conceptions. On en avait parlé avec Martin la semaine dernière. Et donc, on parle donc de ce dépôt-là où les gens vont pouvoir venir. C'est un peu la base d'un wiki. Ça va grandir. C'est un départ. Je vais justement donner un petit coup de main à ce que ça grandisse comme ça. Et oui, effectivement, Alexis est au Portugal, mais bon, on vise globalement au moins la francophonie pour mettre un peu toutes les connaissances en commun, puis grandir là-dessus, puis et aussi parce que c'est une douleur pour les jeunes qui arrivent dans le marché puis qui se retrouvent sont rarement formés à se retrouver dans un marché qui est pas vraiment mature encore partout pour le UX ou pas à la hauteur de ce qu'ils ont appris à l'école. Donc de venir dans cette base de connaissances-là, je pense que ça va aider beaucoup de monde. Le partage de connaissances universelles dans un domaine, c'est précieux. Et tant mieux s'il y a quelqu'un qui a pensé à cette initiative-là de créer ce lieu-là où il y aura du partage de connaissances. Jean-François, on va l'écouter immédiatement ton entrevue et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Bruno. Merci pour l'entrevue. On écoute tout de suite. Tout simplement, en fait, ma question a été pourquoi en fait on n'aurait pas, nous, entre guillemets, communauté UX, une plateforme pour nous, un peu comme ce que je dirais un Stack Overflow ou des devs ont comme un GitHub, ou des scientifiques aussi. Et en fait, la réflexion part de là. Et c'est pour ça que j'ai créé Wikihero, où je me suis dit pourquoi en fait on n'aurait pas un endroit où on pourrait en fait avoir, je dirais, toute la connaissance, ou en fait pas tout, hein, c'est quand même une ambition un peu démesurée peut-être, mais je dirais une grande majorité de la connaissance qui pourrait être là, centralisée en un endroit, indexable, donc ça veut dire retrouvable par Google, et disponible à tous et à toutes sans paywall entre guillemets. C'est pas afin justement qu'en fait on puisse retrouver en fait ce que les autres ont posé comme question, ce qu'ils ont partagé comme ressources, et même pourquoi pas des règles et des erreurs que d'autres ont fait, qui aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément pour moi il y a énormément de gâchis dans la manière dont on communique en fait la connaissance, entre guillemets, les savoirs UX aujourd'hui, parce que on en reviendra peut-être plus tard, mais ouais, aujourd'hui c'est beaucoup de gâchis malgré le fait qu'il y a une quantité énorme d'informations, quoi. Et on gagne beaucoup parce qu'on sent l'appétit des gens, de nos collègues. Quand on se rencontre dans des événements, on échange énormément sur les pratiques et on se le cache pas, face à un monde IT de numérique qui est énorme, de gens qui sont immensément techniques et à qui on essaie de faire comprendre les bénéfices du UX dans le domaine, pour arrêter de perdre de l'argent, pour se connecter plus avec les humains qu'on essaye de servir. Et on se rend compte cet immense appétit qu'on a tous entre nous d'échanger et d'avoir une base de connaissances solide. Pour l'instant, on la retrouve, comme tu disais, dans les livres. Mais quand les jeunes sortent de l'université aussi, ou quand ils sortent de l'école en UX, ils n'ont pas l'expérience du terrain non plus, d'avoir une expérience concrète ou de pouvoir échanger des informations sur leur vécu là, dans ces entreprises-là, où souvent ils se retrouvent très, très seuls. Non, c'est un très bon point. J'apprécie que tu pointes de ce côté-là, parce que justement, je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu les options, entre guillemets, qui sont proposées, un peu, on va dire, sur, entre guillemets, le marché on va dire, de l'échange entre UX, tu vois qu'en fait, on a beaucoup de choses qui sont très, je dirais, cadrées, avec des conférences, des livres, peut-être des meet-up. Et en fait, je pense que c'est des formats qui sont intéressants, mais il y a toujours une limite, en fait, dans le format, d'aller dans le détail, et d'aller vraiment, comme tu dis, on est quand même
des professions hyper techniques. Et en fait, le détail, c'est ça qui va faire la différence. Et forcément, en fait, dans une présentation qui dure 20 minutes, c'est compliqué. Et même des fois, dans les livres, les experts, enfin les auteurs, etc., n'ont pas tout le temps la capacité de développer, parce que tout simplement, en fait, et j'ai pas mal, entre guillemets, de confrères qui sont auteurs et qui sont passés par là. C'est parce qu'aussi, la manière dont marche le marché d'édition, c'est que tu vends un manuscrit, entre guillemets, 2 ans à l'avance, et en fait, tu paries, entre guillemets, sur une tendance que quand tu auras publié, dans 2 ans, ça sera à l'ordre du jour, et donc l'éditeur, il prend, entre guillemets, un pari sur toi. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a toujours un délai entre le livre et le marché. Et donc, entre ces phases, il y a tout un monde un peu qui est un peu gris, où les gens vont parler un peu sur LinkedIn, un peu sur Twitter, un peu sur Slack, et beaucoup entre nous en DM, tu vois. Mais tout cet échange, en fait, n'est pas entre guillemets indexé et partagé. Et donc, au final, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de seniors qui aussi ont l'impression de faire du surplace, parce qu'on a un peu toujours les mêmes échanges, on a toujours un peu les mêmes questions, et je pense que ça aide pas aussi tous les nouveaux entrants, on va dire, sur le marché, qui en fait arrivent et il y a rien, quoi. C'est toujours un peu le désert, toujours les mêmes sujets, et il n'y a pas tout ce vécu qui existe, comme par exemple, tu vois, genre, je reprends les questions des devs, qui eux ont pensé à ça, quoi. La manière je dirais qu'un senior pourrait changer, ça serait déjà de faire son LinkedIn, de publier régulièrement, de faire un blog, etc. Avec, je dirais, et c'est pas forcément un objectif de beaucoup de seniors qui est vraiment, tu vois, de devenir influenceur ou entre guillemets des créateurs, comme entre guillemets les plateformes poussent. Et donc je pense qu'aujourd'hui enfin c'est ce que j'observe, hein, c'est aussi un peu je dirais la base de Wikio, c'est qu'il y a énormément de seniors hyper qualifiés qui sont hyper compétents. Qui aujourd'hui ne s'engagent pas, parce qu'en fait, tout simplement ça les saoule, hein, ils n'ont pas envie de passer du temps, on est déjà assez occupé, on a assez de stress, hein. Toi-même tu relate, on va dire, pour ça, mais ils ont tous envie d'aider, et ça c'est un truc qui est très commun à l'industrie. On est quand même une industrie hyper ouverte et hyper où l'entraide est quand même de mise. Pourquoi tu as choisi un wiki? Oui, alors je dirais c'est le nom wiki, c'était pour reprendre un peu l'aspect collaboratif de Wikipédia et de faire un peu le parallèle avec le monde de l'UX, et tout simplement c'était d'avoir en fait un espace en ligne qui puisse en fait être rassembler toutes les spécialités en un endroit et justement casser les silos. Aujourd'hui, on n'est pas encore 100% sur une base wiki totalement éditable et comment dirais-je, collaboratif, tu vois, sur une page comme le wiki. C'est quelque chose qui va arriver parce que justement, je pense que l'idée la première était de centraliser, de fédérer un peu des gens qui ont envie de contribuer aussi. C'est ça aussi, je dirais, le grand défi de ce genre de projet. Mais aujourd'hui, par exemple, on va dire en termes wiki, pour moi, c'est l'aspect collaboratif de la chose. Si on est capable, tu vois, en utilisant des hashtags spécifiques, en fait, de créer des curations collaboratives sur des sujets, tu vois, par exemple, on peut parler d'erreurs que tu as fait avec tes stakeholders. Toi, en utilisant ce hashtag, tu peux l'utiliser de la même manière. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on est 30 ou 40 ou voire plus à utiliser ce même hashtag, moi, dans le futur, je peux refiltrer et ensuite, je peux même affiner, entre guillemets, la recherche à d'autres domaines, sachant que, tu vois, l'idée, c'est qu'à terme, tu vois, on va dire que entre guillemets, des centaines de professionnels différents peuvent utiliser le même hashtag et avoir d'autres hashtags reliés à ça. Donc, ça veut dire que tu pourrais filtrer, en fait, les retours d'expérience selon le type d'industrie, selon le type de client, selon le type peut-être même de stakeholder, et d'aller vraiment dans le détail. Et c'est ça que je pense que qui me fait rebondir un peu sur ce que tu avais dit plus tôt, c'est vraiment comment on arrive à aller dans le détail des choses, parce qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'on arrive à aller dans le détail dans les conversations, je dirais, en live un peu avec les gens et avec des confrères avec lesquels on échange, mais on n'arrive pas à laisser une trace de ça qui peut être en fait utilisable par quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est aussi un des buts en fait de Wikio, c'est de permettre en fait d'aller vraiment dans un contexte hyper spécifique
Tu vois, on parle de, je sais pas, de la santé, on parle, je sais pas, de table, enfin de ce que tu veux, tu vois. C'est très possible. Et par exemple, aujourd'hui, ce qu'on a déjà commencé à faire en termes de curation collaborative, c'est par exemple une liste de recruteurs globaux où en fait, je dirais, si tu vois que toi, tu as un recruteur, par exemple, pour le Québec, hein, c'est peut-être, d'ailleurs, c'est quelque chose où je crois qu'il n'y a pas. J'ai pour le Canada, mais pas pour le Québec, où, par exemple, tu peux dire, bah, moi, je connais des gens sur Montréal, au Québec, qui font du recrutement B2B, B2C, et c'est mappé, en fait. Et ça permet de créer, en fait, cette curation collaborative. Et donc, c'est ça aussi l'objectif, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tu as des Airtable qui font ça, sauf que tu as toujours une personne qui va gérer ça. Et donc, il faut écrire à cette personne, ou peut-être par mail, ou comme ça, et que peut-être un jour elle update, alors que là, avec Wikihero, bah, la liste est entre guillemets, tu filtres directement en ligne, et si tu veux rajouter quelque chose, tu peux commenter, tu peux poster, tu peux ajouter un post avec les mêmes types de hashtags, et c'est en ligne directement et indexable, en fait. Donc, c'est, je dirais, pour moi, c'est quelque chose d'exponentiel à terme, mais qui prendra son temps pour monter petit à petit, quoi. Donc, il y a des entrevues qu'on peut trouver sur wikihero.org ou ux.wikihero.org et tout le monde peut profiter de ce retour d'expérience là, que tu as fait avec tous ces seniors. Ouais, exactement. Tout est disponible en ligne. Et donc, chaque règle est entre guillemets distribuée dans les différents groupes. Parce que tu as des règles qui sont liées au management, qui sont liées à la recherche utilisateur, qui sont liées au product design, etc. Et donc en fait, chaque en fait entre guillemets retour d'expérience est catégorisé sous l'hashtag astuce ou erreur à éviter. Donc c'est entre guillemets les deux grands hashtags du site. Hein. Il y en a plein d'autres aussi, mais ça est pour entre guillemets c'est voilà. Vous êtes dans un groupe, vous pouvez aller chercher dans la barre de filtre et trouver ces hashtags. Vous retrouverez facilement les posts en question. Il y en a plus d'une centaine. C'est super intéressant. Donc, j'invite toute la communauté qui est à l'écoute à venir sur ux.wikihero.org, s'inscrire et contribuer. Et le truc, tout le site, toute l'initiative est en évolution. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu vas faire appel un peu à la communauté aussi pour t'aider à le faire évoluer. Donc, j'invite tout le monde donc à venir voir ça et je te remercie beaucoup pour cette entrevue, Alexis. Oui, merci de m'avoir proposé l'entretien et pour tes super questions. Avec plaisir. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.